Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Ce soir, on revient ensemble sur 3 œuvres. Moon Knight, Doctor Strange 2, mais aussi Avatar 2. Asseyez-vous avec nous au coin du feu. C'est parti! Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir, exceptionnellement, il est enroué. Et oui, Wivo a une petite voix, donc j'espère que vous allez le pardonner. Comment ça va, Wivo? Ça va. Après... c'est horrible à écouter, tu sais. Non, effectivement, le mec inécoutable, tu sais. Non, ouais, je serais curieux de me réécouter, du coup, parce que, ouais, là, je pense que vous pouvez l'entendre. Ou pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être se dire, bah non, il a une voix tout à fait normale. C'est possible, Très sexy, c'est possible. Très on adore cette voix. Votre voix précédente, elle était dégueulasse, par contre, monsieur. Non, ouais, j'ai la voix un peu enrouée. J'ai une extraction de voix, je ne sais pas d'où ça vient. Apparemment, ça sera définitif. Voilà. Mais qui est trop dans la dramaturgie. Tu vas finir par perdre l'usage de la parole. Hein. Donc tu feras les émissions en langage des signes. Exactement. Le truc improbable, tu sais. Bah, ça sera pour les vidéos YouTube maintenant qu'on est. On est des vrais youtubeurs maintenant. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent en direct, dans quelques jours sort une petite vidéo. Vous avez vu que depuis quelques semaines, on a relancé les mini au coin du feu. C'est des formats plus courts, c'est des extraits des émissions qu'on fait, hein, souvent sur les story shows, les horror shows. Et la prochaine qui sort, on a augmenté les moyens. Là, c'est Hollywood. Hollywood s'invite chez Au Coin du Feu. Je pense que ça va être magnifique. Ouais, toi, tu l'as toujours pas vu, du coup. Et je t'ai montré des petits extraits. Ouais. Donc voilà. C'est une histoire de Wivo avec un montage de moi-même. Et c'est assez fameux. C'est assez fameux. Non. Je vais baisser les attentes tout de suite parce que je vais me faire lyncher. Ils vont être trop déçus, les gens. Non, vous verrez, c'est juste, on a rajouté de la vidéo en plus, vous verrez. Voilà, surprise. C'est juste un ça petit sort. Truc. Voilà, c'est ça. C'est même nul, hein, c'est nul à chier. Donc, comment descendre la hype, vous verrez. Forme de ça sort dans quelques jours. Je crois que c'est le 23 que j'avais mis à la sortie. Le 23 mai. Donc vous verrez ça. Allez. Sur ce, débutons l'émission, parce qu'on n'a même pas encore parlé du sujet principal du jour. C'est le retour d'une émission Marvel. On en avait fait 2 en décembre, au moment de la sortie de Spider-Man No Way Home. Tout à fait. Ah, c'était beau. C'était beau, vraiment. Ouais, là, ça méritait. Ouais, non, mais moi, j'avais kiffé. Et d'ailleurs, le film est sorti en Blu-ray, je ne l'ai pas racheté. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, je suis conscient que Spider-Man, c'est pas un grand film de cinéma. Ok. Et que... Mais tu te rappelles, j'avais adoré, parce que moi, la salle était en fusion. Oui, bah voilà, et pour le coup, c'était pas un grand film de cinéma, mais c'était un vrai moment de cinéma que j'avais quasiment jamais vécu. Et en fait, je m'étais dit, mais de toute façon, c'est sûr, j'achète le Blu-ray, j'ai envie de me le remater et tout. En fait, je sais même pas si je vais me le remater. Parce que j'appréhende de revoir le film sans les réactions du public. Rien que l'entrée de Toby et d'Andrew, sans les applaudissements, sans la tension qu'il y avait tu te mets une petite ambiance de fond. Tu mets des rires, des applaudissements. Comme une sitcom. J'appuie sur un bouton, c'est une sitcom. C'est clair. Ah mais j'avoue que oui, ça fait toute la différence. Ouais, comme quand tu vas voir un match de foot. En le revoyant, j'ai peur de... Ouais, exactement. Ouais. Sauf qu'un match de foot, tu peux revoir les actions après à la télé avec toujours le c'est vrai, etc. C'est vrai. Que là, de revoir le film, franchement, parce qu'en plus, moi, dans mes souvenirs, le film, pour reprendre l'exemple de l'entrée de Andrew et de Toby, j'avais fait cette remarque que c'était vraiment écrit comme un spectacle sur scène. J'ai l'impression qu'il y avait des temps morts, tu sais, ils faisaient une blague et t'avais une sorte de temps mort où les personnages se regardaient pour laisser le public gueuler, rire ou je ne sais quoi. Et j'ai peur que là, en revoyant le film sans public, qu'il y ait des blancs un peu chelous et malaisants. Ok, ouais. je sais pas, mais voilà. Donc je sais même pas si je le reverrai ce film. Pourtant, ça fait partie d'une de mes meilleures séances de cinéma de ma vie. Par curiosité. Ça veut tout dire. Par curiosité. Moi, je pense que tu le reverras. Un jour, on verra. Mais bref, aujourd'hui, on est là pour parler de 2 œuvres
Marvel qui viennent de sortir. Donc c'est la série Moon Knight qui est sortie sur Disney+. Tout à fait. Et le film Doctor Strange 2 qui est sorti au cinéma lui aussi. On va vous parler de ces deux films. On va revenir en fin d'émission aussi sur Avatar 2 parce qu'il y avait la petite bande-annonce avant le film Doctor Strange. D'ailleurs que tu as loupé toi. Ouais. Toi, tu l'as pas vu la bande-annonce. Ouais, peut-être que parce que je suis arrivé trop tard. Et oui, après toi, t'as vu en fait la bande-annonce, c'était juste avant le film, toi pourtant. Ouais, c'était vraiment. Et moi, c'était c'était Top Gun, je crois. Top Gun. Ouais, avec Tom Cruise. Bon, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que voilà, c'était la dernière bande-annonce. Et j'avais raté quelques pubs, alors peut-être que c'était dans les premières pubs, je sais pas, c'est bizarre. Mais effectivement, je l'ai raté. Heureusement, du coup, elle est sortie sur YouTube depuis. Donc on en dirait un petit mot, parce que comme si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que Wevo, c'est un de ses films préférés, le premier. Oui. Et on avait fait une grosse émission là-dessus. D'ailleurs, je tiens vraiment à te féliciter, parce que cette émission, elle date de 7-8 mois, je crois, à peu près. Et en fait, il y avait pas mal t'avais essayé de surfer entre les news, les rumeurs, etc. Et t'avais fait une sorte de pronostic de ce que devrait être le 2. Et t'avais beaucoup parlé de l'eau, des océans, etc. Je me rappelle, alors j'ai pas réécouté l'émission, je sais plus ce que tu disais en détail, mais je me rappelle que ça tournait là-dessus. Et donc le film s'appelle Avatar, la voix de l'eau. Et il y a pas mal d'images qui montrent. Voilà. Ouais. Donc je vous laisserai réécouter aussi cette émission de l'époque qui était sympa. Et on en reparle en fin d'émission d'Avatar. Oui, surtout que, une petite news intéressante, c'est que, et on le précisera à la fin de l'émission, mais Marvel va s'inspirer de la technologie qu'utilise James Cameron dans Avatar 2. Voilà, j'en dis pas plus. Ok. Faut attendre la fin de l'émission. Oui, d'accord. Ouais, garde ça. Oh, ça m'intéresse. C'est une petite technique. C'est une petite technique. J'ai pas été trop me renseigner moi sur Avatar 2 parce que je savais que je te gardais le plaisir de faire ça. Bref, on va commencer direct avec Moon Knight. Ok. Avec Moon Knight. On est direct, on saute, on y va. Sans donc Moon Knight. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Moon Knight, donc c'est une série de Mohamed Diab, donc très intéressant parce que c'est le premier réalisateur égyptien du Marvel Cinematic Universe. Donc comme c'est une série qui se passe en partie en Égypte, j'ai trouvé le choix très intéressant. Ok. Voilà. Je trouvais qu'il pouvait, parce qu'en plus apparemment, donc je ne connaissais pas, je vais pas faire le mec ultra cinéphile. Mohamed Diab, oui tout à fait, oui je l'ai vu dans le film de la 6e fille du bus. Donc je ne connaissais pas ce réalisateur avant, moi non plus. Mais je me suis renseigné un petit peu et du coup, apparemment c'est un réalisateur qui était très connu pour beaucoup de films égyptiens très social, qui décrivait un peu l'avancée de la culture et de la civilisation en Égypte moderne. D'accord. Donc voilà, genre il avait fait un film à succès sur le harcèlement des femmes dans la ville du Caire. Donc c'est un sujet qui est très moderne, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Bref, je trouvais ça très intéressant. Et Marvel le fait régulièrement quand même, en fait, de laisser les films qui s'attaquent, on va dire, à une culture par des gens qui viennent de cette culture directement. Je trouve ça toujours intéressant. C'était le cas dans Shang-Chi. Et je crois que c'était le cas aussi dans Black Panther. Voilà. Ok. Bah oui, parce que surtout que là, après sur le peu que je me suis renseigné, j'ai l'impression que tout ce qui est... parce que je me suis renseigné rapidement avant de faire l'émission, et j'ai l'impression que du coup, et ça colle à ce que tu dis, que tout ce qu'il dit sur l'Égypte, et on en parlera je pense plus en détail tout à l'heure, mais c'est ultra cohérent avec la spiritualité égyptienne. Il y a des trucs, c'est pas au hasard, et je reviendrai dessus je pense tout à l'heure, mais c'est intéressant du coup. Voilà, certains trucs. Et du coup, ça... Ouais. Alors par contre, ce qu'il faut préciser, s'il y a des vrais fans de Marvel, etc., c'est que nous, on n'est même pas des fans Marvel, on est des jeunes découvrants de cet univers, on va dire. Tout à fait, ouais. Et du coup, alors par contre, Moon Knight, moi, je ne connaissais absolument pas le comics. Donc par exemple, tout ce qui est attrait dans la série par rapport à la mythologie égyptienne, je sais même pas si c'est dans le comics. Je sais qu'il y a un lien ouais, d'accord. Avec la mythologie égyptienne et tout, mais je sais pas si c'est tiré de la même façon ou quoi. Parce que voilà, c'est une série qui a beaucoup divisé. Alors que moi, personnellement, je t'ai dit, je suis plutôt content de ce qu'ils sont en train de faire avec les séries Marvel. Parce que moi, j'ai vraiment adoré WandaVision. Vraiment, c'est une série en dehors de l'univers Marvel, etc. J'ai vraiment adoré cette série, elle m'a vraiment touché et plu par son originalité. J'ai beaucoup aimé Loki, par ses personnages, par son univers et par son scénario, même si, en fait, plus les films passent, on en parlera pour Doctor Strange 2,
Mais en fait, quand tu regardes la série Loki, tu te rappelles, je t'en avais un peu parlé à l'époque de Spider-Man, la fin de Loki paraît ultra importante. T'as l'impression qu'il y a un truc, ça doit être une répercussion dans tout l'univers. Et finalement, ça tarde à venir, les répercussions, j'ai l'impression. Mais on en reparlera dans Doctor Strange. Ok. J'avais moins aimé la série sur le soldat d'hiver, même si je la trouvais sympathique. Hawkeye, qui était sorti à Noël, j'avais passé un bon moment, même si c'est une série beaucoup plus divertissante qu'autre chose. Il y a pas de... C'est vraiment un truc, un fast-food qui se déguste comme ça. Et là, Moon Knight, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait une écriture très intéressante, on va y revenir. Et même une réal, du coup, que j'ai trouvé... comparé à ce que Marvel a produit en amont, en fait, j'ai trouvé que la réal était très intéressante. Et plus dark, parce que moi, je viens un peu de l'univers DC Comics, donc je t'avoue que Moon Knight m'avait plu à la base dès les trailers, même si je connaissais pas, parce que ça avait l'air d'être un peu plus noir, un peu plus torturé. Et en plus, il y a Oscar Isaac, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que t'avais des petites attentes ? C'était quoi ton rapport avec cette série ? Oui, parce que c'est vrai que pour le coup, moi, à part WandaVision et du coup Moon Knight, toutes les autres séries que t'as citées, je les ai pas regardées. Oui, parce que WandaVision, voilà, t'avais adoré, et moi aussi j'ai adoré, surtout sur la forme un peu de cette série. Et Moon Knight, tu m'avais dit que du coup c'était plus le fond qui était intéressant. Et pour le coup, ouais, j'ai bien aimé. En fait, c'est une série qui te mène un peu dans tous les sens. Et à certains moments, en fait, tu sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je trouve ça super intéressant. En plus, ça parle du coup du TDI. Même le spectateur est paumé en fait. Ah, tout à fait. Il est aussi paumé que le personnage à des moments. Ouais, exactement. Ça fait penser à des films un peu comme, je dirais, Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Oui, c'est ce que tu m'avais dit direct. Ouais. Et du coup, j'aime bien. Au début, j'ai eu un petit moment de... je sais pas, peut-être que c'est un peu trop fantastique. Et des fois, en fait, dans l'univers Marvel, c'est ce qui me dérange. Après, c'est dans tous les trucs de super-héros. Hein. C'est le côté un peu trop fantastique, un peu trop... ça part trop loin, c'est toujours très loin, c'est toujours... et des fois, c'est ce qui me rebute un peu, à force en fait. Et c'est ce qu'on disait pour les Spider-Man, c'est que... non, même pas pour les Spider-Man, c'était pour Batman. À force qui sont du coup dans l'univers DC Comics, mais à force, on se lasse de certaines choses. Et là, des fois, il y a des trucs qui me plaisaient moins. Sauf que là, dans Moon Knight, il y a clairement du renouveau, avec un peu... une particularité, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et du coup, ça m'a fait un peu comme un... aussi fort, mais un peu comme un effet d'ascenseur émotionnel, où il y a un moment, j'ai un peu moins aimé, et après, d'un coup, c'est remonté en milieu de saison, et là, même à la fin de la saison, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Super intéressant, et j'ai même des petites questions qui me restent en suspens comme ça, donc peut-être que toi... tu auras réponse à certains mystères. Je suis pas un grand spécialiste sur toute cette série, mais on verra, ouais. Mais je pense te suivre. On reviendra quand on sera en partie spoil. Je pense te suivre sur le rythme de la série. Je pense que je suis un peu du même avis que toi d'ailleurs. Donc ça va être marrant. Donc bref, les musiques sont folles. Hein. Les musiques sont super intéressantes. Les musiques sont excellentes. Mais moi, globalement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je revenais sur les séries, mais même sur les films. Je trouve qu'il y a un effort de fait, parce que moi je trouvais très générique ce qui était avant Infinity War. En fait, je trouvais tous les films globalement très génériques, et c'est pour ça que j'étais pas très fan du Marvel Cinematic Universe. Et je trouve que depuis la fin de Endgame, et donc la mort de Thanos et la phase 4 qui a débuté, je trouve déjà ils confient les films à des plus grands réalisateurs qui imposent un peu leurs pattes. Shang-Chi restait très calibré Marvel avec un film très classique, on va dire, de super-héros, mais il y avait quand même une patte artistique très japonisante, j'ai envie de dire. Par exemple, les cascades étaient faites par l'équipe de Jackie Chan, etc. Donc tu sentais qu'il y avait vraiment des scènes de combat asiatiques, de films asiatiques qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Et même, il y a une mythologie qui m'a même limite fait penser aux Pokémon, etc. à certains moments. Ça part très loin dans un délire de créatures, tout ça. Et du coup, j'avais trouvé ça original. C'était un peu frais, je trouvais, même si le scénario de base, lui, était un peu très classique. Et après, il y avait Les Éternels qui étaient sortis. Un film très long, qui a beaucoup de choses à mettre en place.
mais je trouve qu'il est assez marquant finalement, moi, sur le... J'ai des images qui me restent en tête, que ce soit avec les gros géants immenses, etc. Et j'avais trouvé le concept très intéressant, l'histoire et tout ça, même si le rythme du film était peut-être un peu lent. Mais je trouvais qu'il y avait au moins une patte artistique, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce film par rapport aux productions Marvel précédentes où c'était très, très plat. Et du coup, il y a eu Spider-Man No Way Home où là, pour moi, c'est un film ultra calibré, ultra plat, on va dire, en termes de réal, etc. Mais c'est le spectacle grand public qui était fou. Oui, très fan service. Et là, du coup, ouais. c'est ça. Et du coup, avec Doctor Strange qui arrive, on en parlera tout à l'heure, où là aussi, je trouve qu'il y a une patte artistique très prononcée. Donc je trouve que cette phase 4, en fait, va plutôt dans le bon sens chez Marvel. Et ça se ressent aussi dans cette série Moon Knight, où je trouve on creuse plus loin que juste du truc popcorn. Je trouve ça va un peu plus loin. Voilà. Oui, pas clairement, parce qu'en plus, il semble prendre des risques sur le... je serais curieux de savoir la différence avec les comics, pour le coup. C'est vrai qu'on sait pas. Ouais, voilà. Ça, en fait, la série, du coup, a été pas mal décriée de la part des fans. Parce que j'avais entendu, moi, en fait, je voulais pas trop me spoiler ni rien sur la série, même les rumeurs ou je sais pas quoi. Ouais. Du coup, j'avais pas trop suivi l'actu autour de Moon Knight. J'ai regardé la série chaque semaine, je regardais un épisode. Et par contre, je voyais que la série, en fait, divisait. Il y avait des gens qui trouvaient que c'était une des meilleures séries Marvel, et que c'était même une très bonne série tout court. Et d'autres qui disaient que c'était un scandale, que blabla. J'étais là, d'accord. Je voulais pas me renseigner sur le pourquoi du comment, je l'ai fait donc après. Et en fait, j'ai découvert que a priori, la série prend d'énormes libertés par rapport aux comics. Ah. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est comme à chaque fois. Ouais, c'est un problème récurrent, ça. C'était le même pour Walking Dead. C'est pour ça que ça a divisé. Parce que moi, vraiment, tu te rappelles, je te l'avais dit quand j'ai terminé la série. Je t'en parlais et je t'avais dit que j'avais entendu que ça divisait à fond. Et je t'avoue, moi, je comprends pas pourquoi ça divise autant. Qu'on puisse juste pas trop aimer, bon, à la limite, mais de là à dire que c'est nul, etc., je comprenais pas, en fait. Bah oui. Donc voilà, nous, on n'a pas du tout lu le comics, donc au moins, on n'a pas été du tout influencé pour ça. Et du coup, on a plutôt bien apprécié, quoi. Tiens, je commence à être enroué, moi aussi. On va finir l'émission, en fait. Donc bref, passons en partie spoil. Si ça oui. Comme ça, on passe direct. Ah oui, parce que du coup, on se retient toujours. C'est pour vous, après qu'on fait ça, chers auditeurs, si vous l'avez là, c'est vraiment la dernière chance. Là, vous pouvez aller le voir. Vous matez toute la série avant. Ça vaut le coup. C'est une série très sympathique. Donc, oui. Ouais, clairement, ouais. Donc, qu'en as-tu pensé? Où je commence? Où tu commences? Je ne sais pas. En partie spoil. En partie spoil, ouais. On va commencer directement par le premier épisode. Que moi, j'ai beaucoup aimé pour le dépaysement. Tout bêtement. La partie où il se retrouve, alors je sais même pas où c'est, on dirait que c'est en Europe de l'Est ou je sais pas quoi. C'est avec les montagnes et le château, tout ça là. Et je sais pas pourquoi, ça a un vent de fraîcheur. Parce que ça se passe à Londres, je crois, l'histoire. C'est à Londres, non? Je sais pas si t'as reconnu les décors. Ouais, au tout début, il est dans Éternel aussi se passait à Londres. Les Éternels se passaient à Londres. Et là, j'ai l'impression que lui aussi, c'est à Londres. Hein. Attends, du coup, tu me fous. Bah ouais, sûrement, ouais. Bah oui, il est dans le musée d'histoire. Ouais, non, j'allais dire. Ouais, peut-être dans le British Museum, tout simplement. Peut-être, ouais. Comme ça, ouais. Je sais pas. Bref. Enfin, en tout cas, j'ai cru que c'était ça, ouais. Et du coup, c'est des décors qu'on a un peu l'habitude de voir. Et là, du coup, moi, j'ai adoré le concept. Il s'endort et il se retrouve à je sais pas quel côté. Ouais. Ah ouais, trop. Ça commence avec beaucoup de mystère. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais regardé la bande-annonce de Moon Knight, je m'attendais direct à un genre de je sais pas, de Batman, mais à la sauce Marvel. Et que direct, on allait voir un mec qui devient super-héros, mais vraiment à la sauce Batman, on va dire. Alors que là, pas du tout. Ouais. Le mec, il a que des trous de mémoire. Je sais. Ouais, moi, je sais qu'avant... tu vois, je m'étais pas trop renseigné sur le comics, mais je sais qu'au moment de l'annonce, j'avais écouté 2-3 infos autour, et du coup, ça devait parler du comics, j'imagine. Donc, c'est peut-être comme ça dans le comics. Et c'est ce que je pensais donc en débutant la série, que c'était un mec qui avait une vie totalement normale, mais qu'il y avait une sorte de méchant en ville. Et le mec, en fait, il avait peur comme tout le monde. T'entends qu'il y a une sorte de super-héros méchant en ville qui tue des gens, qui trucs comme ça. Ouais. Et du coup, pendant toute une partie,
Et ben en gros, je pensais ouais, qu'il allait vivre sa vie normale en ayant juste peur de ce mec, et on se rendrait compte au fur et à mesure que ce mec, c'est lui la nuit, quoi, en gros, mais il s'en rend même pas compte. Je pensais que c'était ça. Et du coup, en fait, la série ne débute pas comme ça. Mais du coup, tu vois, je suis en train d'y penser. Et peut-être, du coup, ce qui se passe dans la scène post-générique de la série, où on découvre qu'il a en fait une troisième personnalité. On est en partie spoil, hein, les gars. Donc, oui. de tout. Hein. Qu'il a une troisième personnalité. Et peut-être que c'est pour ça que les gens avaient râlé. Peut-être que le comics, c'est ça. Le fait que ça débute et qu'il vit une vie normale. Et alors qu'il y a un méchant de lui-même, en fait... qui agit en ville. Ça se trouve, toi, le méchant, c'est celui qu'on voit dans la scène post-gène à la fin. Ah oui, d'accord, oui. Parce que là, en fait, à la fin de la série, tu vois, on repart sur un statu quo où il a deux personnalités, mais on va dire qu'ils s'entendent bien, qui ont quitté donc le dieu égyptien. Et du coup, il y a ce troisième personnage. Ouais, tu vois, je suis en train d'y réfléchir en direct, mais ça doit être ça. Je trouve que c'est ça dans les comics. C'est pour ça que ça a râlé peut-être pendant les gens, parce que se disaient, bah merde, c'est bête de passer à côté du concept principal du comics, qui est d'avoir un double maléfique, alors que le double maléfique serait teasé. Après c'est le problème de Marvel, hein, c'est qu'ils teasent énormément. Et du coup, ils vont faire une œuvre où les fans vont faire « Oh, c'est génial, ça arrive, ça va être excellent !» Et l'œuvre, en fait, va servir à teaser ce que les fans veulent, ça sera après encore. Comme ça, vous avez été voir le film teaser, la série teaser, et ce que vous aurez, vous l'aurez après. On voit beaucoup avec le multiverse. Hein, ouais. Ouais, peut-être qu'ils ont voulu jouer le truc comme ça, ouais. Après, pour le... c'est peut-être ça. Mais après, peut-être l'avantage d'avoir fait ça comme ça pour le réalisateur, c'est que je trouve qu'au niveau du coup du trouble dissociatif de l'identité que le héros a, ça le rend cohérent. En fait, au début de la série, moi, après le premier épisode, on comprend du coup qu'il y a... Parce qu'au début, on savait pas trop, mais on comprend qu'après le premier épisode, t'as les deux personnalités plus le dieu égyptien, quoi, en gros. Et donc tu comprends ça, tu comprends qu'en fait le gars, il a un trouble dissociatif de l'identité, mais c'est pas divisé en 3, c'est juste divisé en 2 plus le dieu égyptien. Et tout est plutôt cohérent jusqu'à la fin, du coup, où ils sont 3 du coup, ils sont 3 personnalités. Mais c'est plutôt cohérent parce qu'en fait tout le long de cette série, les deux personnalités à la fin vont devenir complémentaires. Et normalement, la guérison d'un TDI, c'est un peu l'idée de ça. C'est un peu ce truc-là. Et je pense que et même les trous de mémoire, le fait que quand il y a un trou de mémoire, en fait, c'est l'autre qui prenne le contrôle de l'autre, etc. Même ça, c'est cohérent. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le TDI, je vous conseille vivement du coup, l'émission de la tronche en billet sur justement le trouble dissociatif de l'identité. Ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps en plus. Voilà, exactement, ouais. Et comme ça, vous allez vraiment avoir des informations factuelles, enfin plus factuelles du moins, sur le sujet, parce que là, il y a quand même le dieu égyptien. Du coup, des fois, tu as l'impression qu'il a un TDI plus il est schizophrène, quoi. Ouais, mais finalement, le dieu égyptien, on se rend compte que c'est quelque chose de totalement extérieur à lui. Voilà, c'est ça, un truc qui est, c'est un truc, il n'y a aucun rapport avec son trouble psychiatrique. Tout à fait, oui, c'est ça. Il a vraiment un vrai TDI, c'est ça son trouble psychiatrique, et là, c'est greffé un autre personnage qui est complètement extérieur. Mais alors, moi, un truc que j'ai trouvé génial dans l'écriture, et que pour moi, c'est relativement inédit. Après, peut-être ça existe dans d'autres œuvres que je n'ai pas vues, hein, mais c'est extrêmement... Enfin, j'ai trouvé ça ultra intelligent que le personnage principal soit en fait pas la vraie personnalité du personnage. Parce qu'en fait, donc il y a Steven, c'est le petit... celui qui travaille dans le musée, qui est un peu timide, un peu maladroit, etc., qu'on te présente comme le personnage principal de la série. Ouais. Et on se rend compte qu'il a un double qui est beaucoup plus dur que lui, etc. Et j'ai trouvé ça génial que tu découvres que le personnage dur, en fait, c'est lui. Oui. Et Steven, tout gentil et tout innocent, c'est la personne... c'est la personne qu'il a créé dans sa tête après un choc émotionnel, quoi. Et c'est ça. Et encore une fois, ce qui correspond parfaitement au TDI, souvent qui est causé à cause d'un traumatisme pendant l'enfance. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais et pareil, j'ai trouvé ça trop malin, moi, de le présenter comme ça. Que le personnage qui a été créé après le traumatisme, c'est lui qu'on te présente comme la vraie personne, en fait. Tu vois, personne, et ça fait partie des trucs qui te mindfuck un peu. Tu dis, ah ouais, d'accord. Et en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que Marc, qui est le gars le plus dur,
et ben, il devient presque plus fragile vers la fin. Il y a limite, Steven devient un peu plus dur, je trouve, et Mark lui devient un peu plus fragile. Enfin, tu vois, du coup, un côté plus vulnérable qui est caché au départ, parce que t'as l'impression qu'au début, il est jamais triste, quoi. Enfin, il est très froid, je veux dire, alors qu'à la fin, il est beaucoup plus dans l'émotion et c'est ouvert, mais c'est ça qui est. Ouais, c'est ça, il s'est ouvert, ouais. Et c'est vrai que le rapport entre les deux personnages est assez touchant. Et avec la troisième, le personnage féminin dont les deux sont amoureux d'ailleurs, elle a une importance cruciale. Elle tombe un peu amoureuse des deux personnalités. J'ai trouvé ça assez. Ouais, clairement. Pareil, c'est vrai que dans ces sujets sont tellement passionnants. Que tu dis, il y a tellement de sujets que tu aimerais traiter, tellement de relations sociales que tu pourrais traiter avec ce genre de trucs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, ça fait un peu, on va dire, le buzz. C'est qu'il y a pas mal, on va dire, de gens sur les réseaux sociaux et tout. Alors, est-ce qu'ils sont tous sincères? J'ai quelques doutes. Mais voilà, c'est un peu les dérives de tout ça. C'est qu'il y a une personne qui a fait un peu le buzz en dévoilant son trouble. Sauf qu'elle a eu énormément de succès. Et depuis, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'inventent d'autres personnalités pour buzzer. Oui, pour faire le buzz, ouais. Qui est très néfaste pour les gens qui souffrent vraiment de ces pathologies, parce qu'en plus, ça les glamourise un peu, tu vois. Ça les rend très cool. Et d'ailleurs, y a un truc qu'ils disent dans l'émission de Tronchambier que je l'ai trouvé très intéressant, qu'on répète assez souvent. C'est souvent, on va au cinéma en disant « c'est que du cinéma, c'est pas grave. » Et en fait, la responsabilité que les cinéastes ont est énorme, et ils en parlent dans cette émission justement en expliquant que sur le cas précisément des maladies mentales, en fait c'est un sujet qui est très tabou dans notre société, et c'est un sujet dont on ne parle pas. Si vous-même vous êtes atteint d'une maladie mentale, vous n'allez pas oser en parler à d'autres personnes, peut-être à vos amis proches, etc., mais c'est pas quelque chose on va être fier de dévoiler, et du coup en fait on a une image des maladies mentales qui est très fantasmée par rapport à la réalité. C'est justement une image qu'on s'est faite grâce aux films, aux séries télé, qui forcément appuient, prennent un concept, j'ai envie de dire, ils prennent le concept de la maladie mentale, puis après ils l'étirent en la caricaturant totalement. Ouais, voilà. Et du coup, mais nous, comme on n'a pas de repère de la réalité, en fait, inconsciemment, tu vois, on a des images de certaines maladies mentales qu'on pense être comme ça dans la réalité, alors que ça reste que des caricatures, quoi. Et c'est intéressant d'en parler de ça, et du coup c'est ce qui donne une importance aussi à ceux qui font des films, qui font des livres, quand tu crées quelque chose, tu as une responsabilité, je trouve, sur la réalité que les gens vont percevoir, en fait. Au-delà de la fiction, tu crées une réalité pour des gens, en fait, et je trouve ça très intéressant d'en prendre conscience quand même. D'ailleurs, ils en parlaient dans la Tronchambier, c'est que même ceux qui sont atteints de TDI, le fait d'avoir comme repère ce genre de fiction, parce que c'est une maladie qui est encore un peu controversée chez les médecins, il y en a qui n'y croient pas du tout, il y en a qui y croient, c'est un peu compliqué, mais il y a certains donc, qui sont atteints de TDI, à cause en gros des fictions, de certaines fictions, en fait ils vont presque comme un effet miroir pas se comparer, mais absorber un peu ce qu'ils voient dans la fiction pour le reprendre dans la réalité. Alors qu'en fait, s'ils n'auraient pas vu cette fiction, leur TDI, j'ai envie de dire, serait moins sévère. Mais le fait de voir une fiction qui le caricature, eux-mêmes, ils vont le caricaturer, ça se fait inconsciemment. Mais on parle de nous, tu sais, de notre vision sur des gens qui peuvent être atteints de ça. Mais même ceux qui sont atteints de ça peuvent avoir une modification de comportement. Et généralement, ceux qui sont atteints de TDI, c'est pas du tout drôle, quoi. Mais comme dans le film, en fait, on voit que c'est un traumatisme. C'est pas... C'est ça. Et ils se parlent pas entre eux, par contre. Comme on peut le voir dans le film, ils se parlent pas entre eux. Ils en parlent donc plus en détail dans le... Il n'y a pas de communication parce que... Après, mais c'est dur à imager. Parce que j'imagine dans un TDI, les discussions entre, on va dire, personnalités se font dans la conscience de la personne, tu vois. J'ai regardé plusieurs vidéos sur des gens atteints de ces troubles-là. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment... J'en sais rien. Ils expliquaient qu'en gros, ils avaient une conscience globale et que quand une personnalité prenait face, c'était pas tout le temps je perdais la mémoire. C'est des fois, j'avais conscience de ce qu'elle faisait aussi, tu vois. Ok. C'est pas vraiment... Des fois, il n'y a pas que des personnalités, tu vois, ultra séparées.
pendant qu'il y en a une qui est là, les autres sont totalement inconscientes. Ouais. Des fois, c'est des systèmes de défense du cerveau qui font que des fois tu as conscience de ce que l'autre personne est en train de faire. Donc c'est très difficile à mettre en image pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, on va dire, dans la tête. C'est pas faux. Et d'ailleurs, ça fait penser à un truc. C'est pour ça qu'ils ont changé le terme. Avant, c'était multiple personnalité. Maintenant, c'est trouble dissociatif de l'identité. Je vais arriver à le dire. C'est pas parce qu'en fait, c'est une personnalité c'est pas plusieurs personnalités en fait. C'est une personnalité qui est divisée en plusieurs parts. Et le but, toutes ces parts font une seule et même personne normalement. C'est ça qui est dur à assimiler. Et voilà, c'est vrai. Et ça qu'après imager, tu peux pas dire. C'est compliqué. C'est au moment du traumatisme en fait, ton cerveau se bride, on va dire, d'une certaine façon pour répondre à cette agression, on va dire. Et du coup, ça crée comme une partie de toi en fait. C'est des sujets qui sont passionnants, c'est pour ça aussi que ça intéresse les gens, forcément. Tout récent en plus, hein. Tout récent, c'est pas... C'est ça, donc c'est toujours le problème, c'est que ça fait le buzz en ce moment, donc on se dit qu'il y en a qui en jouent pour surfer là-dessus, mais on se dit aussi peut-être qu'en fait, ça va pousser des chercheurs à aller plus loin dans les recherches à ce niveau-là, pourquoi pas tout à fait, même les aider mieux, ces gens qui souffrent de tous ces problèmes, et voilà, bref. C'est pour ça que faut... Allez écouter cette émission, même pour ceux... je trouve qu'elle est complète et un truc qui est intéressant, qui est soulevé dans l'émission, que je n'ai pas réussi à trouver, ils disent qu'il y a des études sur le sujet, des études neuroscientifiques. Et j'ai essayé de les trouver, et en fait, j'ai pas trouvé l'étude, j'ai trouvé l'interprétation de l'étude, mais pas l'étude en elle-même. Donc c'est vraiment à prendre avec avec des pincettes. Ce qui disait qu'en gros, quand une personnalité avait le contrôle, c'était une partie cérébrale qui était en activité. Et quand c'était une autre personnalité, c'était une autre partie cérébrale. Comme si, de façon en fait neuronale, on pouvait voir que le cerveau était divisé en plusieurs parties en fonction des personnalités. Mais j'ai pas trouvé plus que ça en fait. J'ai vu ça aussi sur la mémoire, par rapport à la mémoire, que en fonction des personnalités, chacun n'utilisait pas les mêmes terminaisons, pas les mêmes cellules dans le fait neuronal. Donc je sais pas, j'en sais pas plus. C'est dommage, il n'y a pas encore assez de... Est-ce que c'est vrai? Mais ça viendra. Comme on vous le dit souvent sur les études scientifiques, etc., c'est des choses, c'est des pistes de recherche souvent qui sont amenées à évoluer. On l'a vu avec la dernière émission qu'on a fait sur les arts martiaux. Tu avais fait la première il y a 2 ans. Et en 2 ans, en fait, il y a eu des évolutions, il y a eu des confirmations, il y a eu d'autres théories qui sont apparues. Donc là, c'est un sujet qui est sous le feu des projecteurs, on va dire, depuis le film Split de Shyamalan, qui était sorti il y a 3-4 ans. Et donc c'est peut-être amené à évoluer très rapidement. Peut-être qu'on refera une émission dans 1 ou 2 ans où là on aura des choses beaucoup plus concrètes sur le sujet à vous dire, et ça sera... En tout cas, c'est intéressant. Je trouve intellectuellement, philosophiquement, d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Je trouve ça... c'est passionnant, quoi. Ouais. Rien que pour ça, donc la série... la série est cool. Oui, je trouve, ça fait parler de ces sujets, et puis moi je trouve, en plus, faut le dire, c'est des rôles, on l'avait vu dans Split, où c'est McAvoy, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi son prénom, c'est McAvoy, voilà. Ah, vous voyez, on n'est pas des grands cinéphiles. Allez, on va dire que c'est Jonathan McAvoy. J'irai vérifier après. Bon, en gros, l'acteur qui jouait dans Split et qui avait alors lui, il avait je sais plus combien de personnalités. 24, dans Split, il en a moins. Ouais, il en a je sais pas combien. Et mais du coup, c'est un... tu y étais presque. Ce genre c'est de James. Ah ouais. C'est James. James McAvoy, bien sûr. Mais j'ai fait exprès, c'était pour faire rire les gens. Si bien, je le savais, sinon. Oui. Bien vu. Et du coup, je trouve que c'est le genre de rôle qui... parce que je crois qu'il avait eu l'Oscar en plus pour ce rôle dans Split. Ah, ça m'étonne pas. Je trouve... Ça m'étonne pas. Mais en même temps, je trouve que c'est le genre de rôle facile pour montrer du jeu d'acteur. Parce qu'en fait, on s'en rend même pas compte, mais quand on regarde un film, quand on regarde une série et que le personnage, on le voit agir devant nos yeux, comme c'est qu'un seul personnage, on se dit c'est l'acteur qui joue le rôle, mais tu te rends pas compte à quel point il travaille le personnage, à quel point il est le personnage, alors qu'il n'est pas du tout comme ça peut-être dans la vraie vie, tu vois.
Et le fait de pouvoir changer de personnalité pendant une série, et ben là tu le vois directement en fait, le changement de jeu d'acteur. C'est plus simple, on va dire, pour le public de déceler du jeu d'acteur. Donc c'est vraiment des rôles, voilà, c'est comme les rôles un peu pour le Joker, où là tu vas jouer la folie, etc. C'est des rôles, je trouve, qui sont, c'est pas simple à jouer, hein, j'ai pas du tout envie de dire ça, mais on va dire, c'est très facile pour le public de se rendre compte des capacités du jeu d'acteur d'un acteur ou d'une actrice grâce à ces rôles. Je sais pas si tu me suis. Si. Et du coup, bah là, Oscar Isaac en tout cas est excellent, je trouve, dans la série. Tu ressens vraiment ses personnalités. Des fois, c'est même sur le même plan où tu vois tous ces muscles de son visage qui s'affaissent d'un coup quand il va incarner Jack ou Steven. Ouais, ses expressions. Ses expressions sont vraiment différentes en fonction des personnalités. Et d'ailleurs, même la troisième personnalité qu'on voit à la fin, et bah, on sent que c'est différent. Ouais, et on sent que qu'il a un regard plus noir, plus. Donc par exemple, pour doucher ouais. les espérances ou je ne sais pas quoi, je t'ai mentionné juste avant, mais c'est les rumeurs que j'avais entendues avant. C'est ce qui m'a un peu surpris du coup sur la série. C'est que avant de regarder la série, j'avais été au courant qu'en fait, il était prévu que de faire une seule saison. Que c'était un peu une série genre unique, tu vois, un peu comme WandaVision. Tu vois, c'est une série. D'accord. Voilà. Du coup, la fin m'a beaucoup étonné. Et du coup, là, parce que ça tease clairement une suite. Hein, et a priori, ceux qui aiment les comics, ça tease le vrai comics, on va dire, le fait que. Sauf qu'il aura deux déjà personnalités gentilles, on va dire, et une méchante où il ne saura même pas que c'est lui qui est en train de faire ses horreurs, tu vois. Sauf que, bah, en fait, j'ai été m'enseigner et même le réal, en fait, il n'est pas au courant s'il y a une deuxième saison prévue. Pour le moment, Disney ne lui a rien commandé. D'accord. Donc, il ne sait même pas lui-même, en fait, comment. Il sait que le personnage va être réutilisé, mais il ne sait pas comment. Est-ce que ça va être en série? Est-ce que ça va être dans un film? Est-ce que ça va être dans la série de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va être le méchant, peut-être dans une autre série? On ne sait pas. Il fait, mais ça, c'est Marvel qui fonctionne comme ça. C'est toujours pareil. Marvel, ils ont leur plan et tout, mais ils ne dévoilent pas tout. Et tu le sais au fur et à mesure. Donc, il a dit, lui, il a placé, on va dire, des pièces comme sur un jeu d'échecs. Tu vois. Il place ses trucs pour se dire, ça peut être cool quand même. Mais on verra. Parce que pareil, Oscar Isaac, lui était plutôt chaud. Il a vraiment adoré le personnage. Il a adoré le jouer. Et il a dit qu'il était totalement ouvert s'il y avait quelque chose d'intéressant à raconter. Il était totalement ouvert pour continuer le rôle. Hein. Bon, après, de toute façon, j'imagine que quand tu as une place chez Marvel, tu la gardes un peu, quoi. C'est un mytho. C'est un mytho. Mais je suis curieux, mais c'est ça qui est fascinant, je crois, avec ce Marvel Cinematic Universe. C'est s'il y a une autre œuvre avec Moon Knight, forcément, tu as envie d'y aller, quoi. Tu dis, je suis curieux. Si tu apprécies une œuvre, c'est ça qui est terrible avec eux. Hein. Tu sais, je t'avais raconté que moi, avant, je n'aimais pas du tout le MCU. Mais depuis tout petit, je suis fan de Spider-Man. Et je suis rentré dans le MCU grâce à Spider-Man. Petit à petit, tu commences à feuilletonner, tu découvres d'autres personnages, tu vas te renseigner, et c'est une toile d'araignée géante. Et petit à petit, tu tombes dedans. Et là, Moon Knight, moi, c'est pareil. Maintenant, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que le fait, en fait, d'avoir... Je pense que si on voit une suite, ça serait, comme tu disais, avec cette troisième personnalité qui sera peut-être plus adéquate aux comics. Encore une fois, bon, on n'a pas lu les comics. Mais du coup, ça montre aussi un peu le côté très fourbe de ce dieu égyptien. Parce qu'il dit, ok, je vais vous libérer tous les deux, donc Steven et Mark. Mais il sait depuis le début qu'il y a un voilà. Il le sait, c'est fort aussi. Et du coup, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi ce personnage-là particulièrement. Parce que vu qu'il a plusieurs personnalités, exact. En gros, c'est cette vulnérabilité qui permet aux dieux égyptiens de continuer à l'utiliser encore et encore, quoi. Enfin, et puis moi, ce que j'ai trouvé ça génial, c'est pour ça que je pense que c'est une série que je me rematerai. Parce que de toute façon, en plus, je l'ai regardée en VF, parce que j'adore la VF d'Oscar Isaac. Je sais même plus comment il s'appelle, mais... Bref, c'est pas grave. J'adore la VF de Oscar Isaac, donc et j'ai trouvé excellent parce que pareil, tu vois vraiment la différence entre Steve et Mark. Mark. Jack, c'est le troisième. Et du coup, donc VF excellente, mais je pense que c'est une série que plus tard, je ne vais pas me la refaire tout de suite, mais plus tard je me la referai, mais cette fois en VO STFR pour vraiment avoir le jeu d'Oscar Isaac à fond. Et en plus, je suis curieux de revoir. Parce qu'en fait, il y a plein de moments où la troisième personnalité en fait était en action, mais on s'en rendait pas compte.
Genre par exemple tout début, le premier épisode quand il est dans le décor de montagne, etc. T'as Steven donc qui reprend le corps, il se demande où il est, blablabla, et tu sais les membres de la secte commencent à se rapprocher pour le choper, et là il y a un gros trou noir et tout le monde est mort autour de lui. Et ça, sur le coup, on se dit c'est Mark. On sait pas que c'est Mark à ce moment-là, mais on se dit c'est sa deuxième personnalité qui a fait ça. Mais en fait non, parce que Mark ne tue pas. Donc c'était Jack dès le début en fait de la série. Il y a Jack qui tue tout le monde. Tu crois? Je suis pas si sûr. Parce qu'il a les mêmes trous noirs à la fin dans la série. Ou à la toute fin, il a le même trou noir. Oui, c'est vrai qu'il a. Où on voit pas ce qui se passe en fait. Alors qu'à chaque fois que c'est l'autre, tu vois ce qui se passe quoi. Donc, alors, je suis pas sûr, mais c'est pour ça que j'aimerais bien revoir. Mais pour moi, c'est comme ça que ce serait intéressant. C'est pendant toute la série, en fait, il y a plusieurs interventions déjà de la troisième personne pour te donner des indices. Sauf que comme tu connais pas toute l'histoire, tu dis que c'est Marc. J'ai des doutes parce que tu sais, au moment où tu as la troisième personne qui intervient, tu as l'impression qu'il va revivre un nouveau traumatisme. Parce qu'il voit son amour, en fait, qui potentiellement va se faire tuer par le gourou de la secte. Je sais plus son nom. Et à ce moment-là, tu as ses yeux qui se révulsent. Et là, il y a un trou noir. Et moi, sur le coup, peut-être que tu as raison, mais moi, sur le coup, j'avais l'impression que sa troisième personnalité est née à ce moment-là parce que c'était comme un nouveau traumatisme, en fait. Il allait voir sa femme mourir, en fait. D'accord. Alors, je sais, parce que... Oui, je sais pas. Remarque... En fait, il y a plein de possibilités. Moi, justement, je partais justement dans les théories où ça serait possible que, justement, s'il y a une saison 2 ou s'il y a une suite de l'histoire, que justement, on découvre qu'il y a un autre traumatisme qui a créé ce troisième personnage. Et qu'on n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé. Ça serait possibilité de raconter encore plus en détail le passé de Marc. C'est Marc le premier. Ouais. Bon, après, voilà. Bon, ça fait partie... peut-être que ça serait plus cohérent après, au niveau d'un TDI. Pour moi, c'est comme les ça trois personnalités seraient au départ. Ok, ouais. Ouais, dès le départ, il y a 3 personnalités. C'est pour ça quand il y avait les trous noirs et que surtout, ils tuent tout le monde. Alors qu'ils disent bien à la fin que Marc, il ne tue pas. C'est pour ça que le dieu égyptien, c'est pour ça qu'il a la troisième personnalité, parce qu'elle va pouvoir tuer en s'en foutant quoi. Donc pour moi, voilà, c'était dès le premier épisode en fait, quand il tue tout le monde, c'était. J'ai l'impression moi que Marc tuait au début, mais qu'il ne tue plus vers la fin à cause de l'influence de Steven. Mais au début, il est quand même beaucoup plus brut. Il a du mal à se contrôler, je trouve. Marc. Ouais. Alors après. Oui, puis remarque, de toute façon, il casse déjà des bouches quand même. Ouais, puis très rapidement. Après, à voir s'il les tue, justement, ce serait un détail. Tu vois, ouais. Est-ce qu'il tue quand il se bastonne, justement, au début, là je serais assez curieux de voir. Ouais. Bref. D'ailleurs, leurs costumes sont. Oui, c'est ça. D'ailleurs, leurs costumes sont vraiment cool. La différence des costumes, je trouve que le costume de Marc, on dirait The Mask. Il y a un côté très clownesque. Mais j'ai eu très peur, justement. Comme tu disais, c'est le rythme tout à l'heure. Ouais. Il y a le premier épisode que j'ai trouvé vraiment génial, parce que très original, très mystérieux, parce qu'on savait pas du coup exactement ce qui se passait dans la tête de Steven. Et du coup, comme toi, en fait, j'ai eu un petit coup de mou au deuxième épisode, où en fait très rapidement, on se rend compte qu'il y a donc 2 personnalités, et qu'en plus ça se passe en combat. Et tu sais, c'est là où il y a la scène de combat dans les rues de Londres, justement, j'imagine. Où justement Steven devient avec le costume et ça devient très comique en fait. Oui, totalement. À ce moment-là, j'ai fait moi qui étais attiré par le côté un peu dark de la série, si ça devient une série comique avec un héros un peu à la Deadpool, limite il m'a fait penser, tu vois, à Deadpool, comme il était un peu j'ose pas taper, j'ose pas, tu sais, ou je sais pas quoi. Ouais. Et j'ai fait oula, j'espère que ça va pas tourner comme ça parce que ça va pas trop me plaire. Et finalement pas du tout en fait. Ouais, ça va, ouais. Parce qu'il y avait même des petits moments d'horreur d'ailleurs. Dans le côté dark, je trouve, quand au début on connaît pas le dieu égyptien, il est un peu flippant. Ouais, c'est assez ouais, c'est sûr. Ouais. Il est un peu effrayant. Ouais. et donc oui, ce qui a fait que j'ai trouvé ça génial après, forcément, donc je crois que c'est à la fin de l'épisode 4. Ok. En gros, il se retrouve dans l'hôpital psychiatrique. Il se fait tuer. Oui, tout à fait. Et là, il tombe, il se réveille à l'hôpital psychiatrique. Mais là, et j'ai trouvé ça. Là, c'est le badge complet, là. Ah ouais, là, parce que moi, j'y ai cru. À un moment, je me suis dit, bah ouais, ça se trouve, il est vraiment en train de se faire soigner. Parce que c'est ça que j'ai adoré dans la. Tu sais, je t'en avais parlé au tout début. Je t'avais dit parce que
je trouvais la série très bien, mais je te disais, c'est bizarre par rapport aux autres séries Marvel, il manque le côté feuilletonnant. Il manque le côté, c'est relié à Thanos, c'est relié à, je sais pas, à chaque fois il y a des clins d'œil dans tous les sens pour les fans et tout. Là je fais dans celle-ci, il y a rien. Peut-être que j'ai loupé des références, mais il y avait quasiment rien de très gros quoi. Et quand arrive ce moment-là, je me dis, bah ouais, ah bah oui. Il prévoit de faire qu'une seule saison. Il prévoit de faire qu'une seule saison et en plus il n'y a aucune référence. Tout simplement parce que c'est une série qui va se passer en fait dans la tête d'un mec. Et je me suis dit, là ils vont extrêmement loin. Limite, c'était dommage parce que c'était à l'épisode 4 et je me suis dit, attends, il reste beaucoup d'épisodes. Ça aurait été la fin, tu vois. Ça aurait pu être magnifique en fait. Ça aurait ultra culotté de ouf. Parce que là, tu te ruines un personnage, carrément. Là, je pense que les fans auraient crié au scandale. Parce que c'est-à-dire que Moon Knight, on le voit jamais en fait. Il n'existe pas, il n'existe que dans la tête d'un mec. Mais il y aurait eu du courage. Il y aurait eu du courage de fou. Et c'est peut-être un peu ce que je reprocherais à la série. C'est qu'elle a des gros coups de courage où elle pose ses coronesses. Justement à la fin de l'épisode 5 quand il décide de tuer Steven où Steven se transforme en sable et il le tue. Oui. Et moi j'ai regardé les épisodes semaine après semaine, donc pour moi il était vraiment mort. Toi comme t'as enchaîné, peut-être que t'as pas eu le moment de réfléchir à est-ce qu'il est mort ou pas. Ouais. Je sais pas comment t'as... Voilà. Que moi pendant une semaine je me suis dit putain ils ont eu des j'étais persuadé qu'il était mort, oui. J'étais persuadé qu'il était mort. Ah oui d'accord, ouais, donc après c'est arrivé vite. Même, ouais. Après, c'est arrivé vite, je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas mort. Mais oui, j'y ai cru. Ouais. Clairement, j'y ai cru, ouais. Et ça, limite, j'ai trouvé un peu dommage. J'ai fait... Parce que moi, pendant une semaine, je me suis dit, putain, c'est vraiment une série qui a des coronesses, quoi. Là, je sais même pas dans quelle réalité, qu'est-ce qui est vrai ou pas. En plus, il tue le personnage qu'on nous présentait comme le personnage principal de la série. On se rend compte au fur et à mesure que c'est le personnage principal, en fait, c'était pas lui. Et en plus, on le tue. Et j'ai fait, je sais pas, je trouve ça ultra culotté, tout ça. Et je t'avoue que le dernier épisode, du coup, j'ai fait... Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'entends trifouiller. C'est rien. T'es là ? Oui, c'est rien. Je t'entendais mal. Tu peux continuer. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc t'as entendu ce que j'ai dit ou pas ? Ouais, tout à fait, oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé... j'étais un peu déçu dans le dernier épisode quand... en plus, c'est ultra facile comment il va la femme hippopotame, elle lui dit c'est impossible d'aller le sauver, c'est trop dangereux. Ouais, ça va très vite. Tant pis, j'y vais, il touche et il se ressuscite. J'ai fait bon, ok. Tout ça, tu fais grosse coronesse sur l'épisode d'avant et là, vas-y, on lave tout et c'est reparti, tout le monde est là. J'ai trouvé ça un peu dommage sur le dernier épisode à ce niveau-là. Surtout qu'à la toute fin, quand tu regardes pas du coup la scène post-générique, après quand tu connais l'univers Marvel, tu sais qu'il y a souvent une scène post-générique, mais ça joue là-dessus. Il y a encore le moment dans l'hôpital. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel ? Oui, exact. Il voit les traces de sang ou je sais plus quoi. Voilà, c'est ça. Mais je t'ai dit, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette fin ? Je t'ai dit. J'ai l'impression que c'était une fin avec de multiples possibilités en fait. Chacun fait sa propre fin. Okay. Mais après, quand j'ai vu la scène post-générique, et qui du coup il tue le gourou de cette secte, d'ailleurs qui est un gourou très intéressant, je trouve que c'est intéressant aussi de le parce qu'il est pas méchant le sujet. Non, voilà. Il est intéressant dans ce qu'il veut faire et c'est vrai que c'est un débat exactement génial. C'est que si tu savais à l'avance qu'un tueur allait devenir un tueur, est-ce qu'il faut l'éliminer dès la naissance quasiment, toi, ou dès le départ c'est vraiment c'est le débat des deux dieux égyptiens quoi. Mais du coup c'est un débat qui se pose. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est un méchant, c'est un très bon méchant. C'est dommage, limite. Il meurt avec la scène post-générique, je suis bête. Et c'est un méchant qui est. Alors, c'est pas le plus charismatique, etc. Mais je trouvais qu'il avait qu'il était intéressant, en tout cas, dans sa démarche. J'aime bien cet acteur en plus. Parlé avec Thanos, j'adore ces méchants où tu te questionnes sur ses volontés, vraiment, quoi. Et voilà, bref. Ouais, c'est la force, je trouve, de l'univers Marvel maintenant, c'est qu'à chaque fois les méchants, ils ont un combat qui un combat qui se questionne. Comme là, le gourou, ça devient le gourou d'une secte, mais t'as l'impression pour lui, ce qu'il fait est bienveillant, et de cette manière peut-être, il tue quand même des gens pour son idée, mais il y a pour faire un monde meilleur, quoi. C'est pour ça qu'il est méchant en gros, c'est qu'il est extrémiste dans son truc. Ouais. Mais je trouve c'est vrai que moi j'aimais beaucoup plus DC parce que je trouvais les méchants bien plus intéressants. Mais c'est vrai que c'est un peu depuis Black Panther. Black Panther, j'avais trouvé le méchant très intéressant. Après il y a eu Thanos, bien entendu.
Oui. Même le vautour dans Spider-Man Homecoming, qui est père de famille, etc., j'avais trouvé ça assez intéressant. Donc je trouve qu'il y a de plus en plus de méchants, et puis alors on parlera du méchant de Doctor Strange, mais non, ne spoilons pas, que je trouve fantastique. Bref. Et donc, pour continuer sur Moon Knight, j'ai pas mal aimé. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, par contre. Oui, moi non plus, j'ai zappé son nom. Malheureusement. Pareil, son nom de super-héroïne. Je sais pas si c'est une super-héroïne qui existe. Mais je l'ai trouvé très cool. Ça m'a vachement rappelé Wonder Woman, surtout les Wonder Woman de Snyder. Ça m'a vraiment fait penser ça. Ah oui, oui. Un peu le même, Mais alors j'ai adoré son costume avec ses deux épées et qui forment, enfin ça fait plein d'ailes sous. Enfin, j'ai adoré son costume. Sa divinité égyptienne, elle est comme ça, je crois. Elle a des ailes comme ça. Elle ressemble. Il y a on va dire que le costume est ressemblant. Voilà. Petit détail que j'ai vu en me renseignant sur la culture égyptienne. Ouais. Mais du coup, elle reste en plus super héroïne, donc elle va continuer derrière. Enfin, son personnage de super héros existe. Alors, ils font le petit clin d'œil. Vous êtes une super héroïne, un peu comme Wonder Woman aussi, où tu sais, t'as la petite fille qui va parler à Wonder Woman. C'était la même scène. Et là, ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, les petites filles, elles aussi, peuvent avoir des super héroïnes, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des super héros. Mais et là, elle m'a paru très cool. Elle m'a paru petit potentiel, quoi. J'irai peut-être pas voir un film consacré à elle pour le moment, mais j'aimerais bien la revoir. Et je sais pas dans quoi, s'il y a une saison 2 de toute façon de Moon Knight, elle sera dedans. Ouais, elle sera sûrement là. Même, ouais. Ça peut même s'élargir à un peu plus, donc je suis assez curieux de voir ça. Donc voilà, bon petit personnage surprise, je connaissais pas du tout, donc je sais pas si elle est dans le comics ou quoi. Ouais, moi c'était la surprise de fin d'épisode, j'étais pas du tout... Et du coup aussi, il y a un truc assez intéressant sur la fin de la série, c'est que le dernier épisode, c'est l'épisode le plus court de la série. Ils sont tous à 52, 53, et je crois qu'il est à 43 le dernier épisode. D'accord. Et donc on n'est pas sûr de ça, mais il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour qu'il y a eu des reshoots. Tout simplement parce que le méchant qu'on voit, je crois que c'est au 4e épisode, au 3e ou 4e, en milieu de série, qui est interprété par l'acteur Gaspard Ulliel. Pour ceux qui sont pas au courant, malheureusement l'acteur s'est tué cet hiver à la montagne et il avait déjà tourné toutes ses scènes pour la série, mais du coup il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en fait le dernier épisode a été cuté, tout simplement parce que le personnage qu'incarnait Gaspard Ulliel, donc c'est le personnage normalement dans les comics, et il était annoncé comme ça avant tragique nouvelle, quoi. C'est le personnage de Midnight Knight. Donc c'est un méchant très important dans l'univers de Moon Knight, sauf que on le voit là dans la série, mais il réapparaît pas derrière. Et beaucoup pensent qu'en fait, normalement, il apparaissait dans le dernier épisode. Pourquoi pas il s'alliait avec le gourou de la secte, hein. Mais du coup, qu'il y ait pas mal de scènes dans le dernier épisode qui ont été cutées pour en fait ne pas teaser un prochain méchant qui viendra jamais, ou alors il aurait fallu recaster un autre acteur. Et a priori, ils ont fait plutôt le choix en fait de lui laisser sa place comme il a dans la série, mais que ça aille pas plus loin pour pas dérégler, on va dire, toute la chronologie du MCU en changeant un acteur, etc. Et du coup, c'est pour ça que la fin, du coup, est plus courte. Peut-être à certains moments, peut-être il y a des petites facilités parce qu'il y avait des scènes qui se jouaient avec Gaspard Ulliel, justement, qui expliqueraient peut-être certains trucs. Ok. Voilà. Donc c'est un truc à prendre en compte dans l'appréciation qu'on peut avoir du dernier épisode. C'est qu'il y a toute une partie qui a peut-être été enlevée. Donc il n'y a pas encore confirmation, mais c'est grosse rumeur. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Moon Knight ? Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose ou... Ouais, juste pour revenir sur le côté culture égyptienne. Du coup, moi j'ai apprécié en fait que à travers Moon Knight, au-delà du côté psychologique du personnage que j'ai adoré, le côté culture égyptienne, je pense que le réalisateur a voulu bien mettre en avant aussi. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que moi, je ne connais pas trop la culture égyptienne, mais on va dire les trucs de base. Tout ce qui est, par exemple, le bateau, c'est une sorte de... Dans la religion chrétienne, c'est un peu le... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est le moment où tu vas être jugé pour tes actes que tu as fait sur Terre. Il y a un peu ce côté-là avec ce bateau. Donc je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est ça. C'est le purgatoire, le purgatoire, voilà, c'est le purgatoire dans la religion chrétienne, quoi. Ouais.
Et ben c'est ça en fait qui m'a surpris, plus ou moins en fait, c'est que dans la religion égyptienne, on a des points communs du coup avec les religions abrahamiques, que ce soit le christianisme, l'islam et le judaïsme. On a le côté toujours où l'être humain, s'il a été bon pendant sa vie sur Terre, et ben il va accéder à quelque chose de merveilleux par la suite. On a toujours ce même principe-là, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des détails qui étaient plutôt cohérents dans l'œuvre, quoi, enfin, dans la série. Et bah ouais, tu parlais de bateau. Et en fait, ils appellent ça la traversée de la Doua. Et de toute façon, elle le dit, l'hippopotame, la déesse qui est représentée par l'hippopotame, elle parle de la Doua. Et ça, c'est après avoir été jugé, en fait. C'est pas le jugement. Enfin, selon, du coup, les livres, c'est après. La Doua, c'est quand en fait, à la base, et on le voit d'ailleurs dans la série, ils mettent le cœur du défunt sur une balance et ils mettent une plume de l'autre côté. Et en fait, si le cœur est plus léger que la plume, ça veut dire que la personne a été pieuse, voilà, elle avait des bonnes valeurs, et du coup, elle est acceptée pour aller dans un monde meilleur, on va dire, et du coup, elle passe par la Doua. Mais il y a plusieurs zones après la Doua, et la meilleure des zones, on le voit d'ailleurs aussi dans la série, c'est le champ des roseaux. Là, c'est vraiment tu vois, ça immortalise un peu le côté très fertile. Et du coup, tu as tout en plus, la profusion. Ce qui est très cool, c'est que ça me fait penser à Assassin's Creed Origins, où il parle de tout ça aussi. Ça se passe en Égypte antique. Et donc, le champ des roseaux, la Doua et tout, c'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Ah, bah c'est beau, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant. Et du coup, je trouvais que c'était pas bête vu que là, il y a deux personnalités, qui est deux cœurs. Et en fait, que les deux cœurs doivent s'équilibrer pour déjà qu'ils passent la première étape. Ouais, exact. Il y a ce côté-là aussi. Il a trouvé un peu un délire avec du coup quelqu'un qui a atteint un TDI. Comment il serait accepté dans le monde des morts, quoi. Et c'était pas bête, quoi. C'était pas bête, ouais. Donc, et puis d'ailleurs, c'est très très cool ces moments où là, carrément, il y a deux Oscar Isaac. Hein. Oui. Les scènes sont très bien faites. Donc j'ai vu qu'a priori, en fait, il a tourné avec son frère. C'est pas un doubleur, je sais pas quoi, qui lui ressemble. C'est vraiment son frère. Et bon, après, ils ont incorporé sa tête sur le corps de son frère. Il y a pas mal de scènes où, voilà, c'est le frère d'Oscar Isaac qui joue. C'est une petite anecdote. Hein. Ok. Bon, ok, voilà. C'était tout. C'était tout pour moi. Ouais. Mais j'ai trouvé ça, voilà, encore une fois, j'aime bien ce genre de. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est que ça nous amène vers autre chose. Moi, ça m'a poussé à vite écouter le TDI de la tronche en billet. Ça m'a poussé à aller voir un peu plus sur la culture égyptienne. C'est des petits détails, mais c'est intéressant. Puis moi, j'adore quand la fiction. De toute façon, c'est pour ça que j'aimais. Justement, je parlais des Assassin's Creed. Ouais. Mais j'adore quand une œuvre de fiction, en fait, va chercher dans la réalité historique, par exemple, ou culturelle, et pas se la réapproprie, mais on va dire surfe dessus pour raconter sa propre histoire. Moi, je trouve ça, je sais pas, c'est passionnant. C'est comme si c'était une réalité alternative possible, tu vois, qui s'ouvrait devant toi quand tu es en train de regarder une œuvre. Et ça, voilà, c'est vrai que j'adore. C'est beau. D'ailleurs, quand tu ne passes pas la balance, pour finir sur ce délire-là, quand tu ne passes pas la balance, c'est un petit peu la différence par contre avec les religions abrahamiques. Si t'es pas accepté, un peu comme on le voit avec le gourou de la secte, il a la balance sur sa main là, enfin pas sur sa peau mais avant, sur son poignet. Si t'es pas accepté, en fait, t'es condamné au néant. Alors que quand t'es accepté, là tu es accepté potentiellement à aller vivre avec Osiris. Voilà, et là tu passes par la Doua et tout. Mais c'est pas l'enfer et le paradis, c'est le néant. C'est autre chose, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est une petite différence que je trouvais intéressante. Je savais pas ça. Ok, ouais. Donc voilà. C'est beau. C'est beau. Est-ce que t'as autre chose à dire sur cette série ? C'est tout. Ouais. Non, mais c'était. Non. Mais ouais, donc globalement, en fait, c'est une série qui est vraiment pas feuilletonnante. Parce qu'il y a vraiment aucune, même jusqu'à la fin, du coup. Hein, il n'y a aucune référence, je trouve, au MCU flagrante. Il y a peut-être vraiment des détails que les fans ont pu remarquer, je sais pas. Mais ils s'incorporent. Parce qu'en plus, si ça se passe à Londres, c'est comme les Éternels. Donc, du coup, tu te dis qu'il y aurait pu y avoir des liens ou quoi. Mais il n'y a rien eu. Ouais. Donc, wait and see. On verra bien. Et donc, passons au film qui est sorti
Bah pile poil, c'est ça qui est marrant quand même. C'est qu'ils sont très forts, Marvel. C'est que la série, du coup, il y a eu 6 épisodes qui sont sortis, donc chacun une semaine. Et le dernier épisode de Moon Knight est sorti le jour de la sortie de Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Voilà. Et donc ça, bon, je trouve ça, enfin, niveau calendrier, c'est quand même des... ils sont costauds, hein. Ils savent y faire, parce que je me rappelle que c'était la même chose pour Spider-Man, où il y avait la série Hawkeye qui se passait à New York. Donc New York, on sait que c'est là qu'il y a Spider-Man, donc tu te dis, est-ce qu'il va y avoir des révélations au dernier moment? Et il y en avait une petite, parce qu'il y avait le personnage donc, du Caïd, et il y avait donc Daredevil dans le film No Way Home. Donc il y avait ce truc-là. Sauf que là, Moon Knight et Doctor Strange a aucun rapport, hein. Là, il y a vraiment aucun lien, il n'y a rien. Bah oui, non, clairement. Alors que lui, Doctor Strange, du coup, lui, va être ultra feuilletonnant, avec beaucoup de références, pour le coup. Et donc, qu'as-tu pensé? Une petite partie sans spoil, après on est déjà en spoil pour Moon Knight, donc ça va être très rapide, mais qu'est-ce que tu as pensé du film Doctor Strange sans spoil? Bon, ok, très, très rapidement, moi j'y suis allé sans trop d'attente particulière, hein. J'y suis allé voilà, comme ça, parce que c'était la suite de Spider-Man, plus ou moins, donc je m'étais dit, bon allez, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. C'est vrai qu'ils avaient teasé, une des scènes post-gènes de Spider-Man, c'était la bande-annonce de Doctor Strange. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais le voir, ça peut être intéressant, mais sans plus. C'était quand même la suite, surtout de WandaVision, surtout. Voilà, ouais. Et ça, c'était le truc aussi qui m'a intéressé, c'est de voir en fait comment ils allaient mettre Wanda après la série. On en avait parlé d'ailleurs lors de cette émission. Est-ce qu'ils allaient faire un peu... Ils allaient expliquer ce que Wanda avait vécu, ou est-ce que ceux qui n'ont pas vu la série WandaVision vont être totalement perdus? C'était un peu la question qu'on s'était posée. Donc je voulais aussi aller voir par curiosité, juste par rapport à ça. Et du coup, il y a eu beaucoup de points positifs et voilà. Après, j'ai pas été transporté en fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées positives, mais j'ai pas été transporté. Mais après avoir vu Moon Knight, je trouve qu'il a quand même des qualités intéressantes et on peut vraiment appuyer dessus pour dire que c'est intéressant. Mais voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, j'ai pas été transporté. J'ai pas été transporté, mais j'ai pas passé un mauvais moment. C'était voilà, c'est ça. C'était quand même cool. C'est juste que on verra en partie spoil. Et toi? C'est ça. Ce film, malheureusement, tu peux vraiment pas en dire grand-chose, parce qu'il y a un spoil très rapide en fait. Voilà, bref, pareil, j'en dis pas plus. Et donc moi, contrairement à toi, j'avais pas mal d'attentes, parce que déjà c'était Sam Raimi. Donc Sam Raimi, moi je suis un fan de la première trilo des Spider-Man avec Tobey Maguire, etc. Ça, oui. Donc Sam Raimi, je le porte, tu vois, un peu dans mon cœur, tu vois. Du coup, je l'attendais, et puis à la suite donc, de Spider-Man No Way Home, quand on avait vu la bande-annonce, on sentait, là où Spider-Man No Way Home est vraiment très classique niveau réal, là tu sentais qu'il y avait une patte, tu sentais que les plans, il y avait du cachet, il y avait une composition d'images, tu sentais que voilà, on était chez un cinéaste, là, on était chez quelqu'un qui sait faire du cinéma plus qu'un truc très basique, tu vois. Donc moi j'étais plutôt hypé par ça. Là où j'étais hypé et que ça m'a joué des tours lors de mon visionnage de Doctor Strange, c'est que du coup pour moi No Way Home c'était la porte d'entrée du multiverse, où on allait expliquer au grand public ce qu'était le multiverse. Et avec Doctor Strange, je pensais vraiment qu'on allait le fracasser, le multiverse. Je pensais que ça allait partir dans tous les sens et que ça allait être un vrai voyage multiversel finalement. Et du coup, je préfère le dire même en partie no spoil, mais ne vous attendez pas à ça. Parce que moi, c'est ce qui m'a un peu... pas ruiné, hein, ce serait abusé de dire ça, mais ça m'a un peu gâché l'expérience. C'est parce qu'en fait, du coup, j'ai regardé le film en ayant cette attente. J'étais là, bon allez, c'est quand qu'on va dans plein d'univers, qu'on a plein de petits clins d'œil. Et je suis parti avec ça, et en fait, quand le film a démarré, j'étais à fond dedans. Vraiment, on reviendra en partie spoil, j'étais à fond dedans, comme rarement. Et plus le film avançait, plus j'étais... Ah oui, en fait, on va pas faire de voyage, en fait, on va... Et du coup, t'es déçu, et puis du coup, t'apprécies pas ce que tu vois au moment présent. T'es en train de... Allez, c'est quand qu'on va... Voilà. Tu penses à l'après. Du coup, ça m'a gâché le truc, c'est ça. Et c'est un film que je voulais aller voir une deuxième fois.
Donc j'ai pas eu le temps du coup, mais que je reverrai pour le coup, tu vois, contrairement à Spider-Man No Way Home, j'ai envie de revoir Doctor Strange une deuxième fois pour l'apprécier vraiment. Et c'est juste d'ailleurs parce que c'est un film qui du coup a mûri positivement dans ma tête a posteriori, sans être retourné le voir. J'ai réfléchi à des scènes du film, j'ai réfléchi à l'histoire de certains personnages, etc. Et du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé en fait, mais avec du recul, pas sur le moment. Contrairement, tu vois, à No Way Home, c'est l'antithèse, la thèse et l'antithèse. No Way Home, j'ai pris un pied monumental lors de la séance, et une fois que tu sors, je ne renie pas les émotions que j'ai vécues dans la salle. Mais bien sûr, tu te rends compte que c'est pas un film de dingo, je sais pas quoi. Alors que là, c'est un peu l'inverse. J'ai été déçu pendant, et c'est après, en réfléchissant à des trucs, que je me suis dit j'aime bien quand même. Voilà. Et j'ai envie de le revoir pour mieux l'apprécier, tu vois. Voilà. C'est mon petit avis sans spoil. Voilà. Ok. Donc on passe en partie spoil. Spoilons quand même. Spoilons. Magnifique. Bon, le premier truc que je trouve génial, ce qui a participé au fait que dès le début du film, mais j'étais à fond dedans. Alors toi, t'avais peut-être pas suivi beaucoup l'actu autour du film ou quoi, même les bandes annonces, je sais pas si t'avais regardé un peu ou quoi. Non, du tout. J'y suis allé les yeux fermés. D'accord, ok. Ouais. Parce que du coup, moi j'avais pas regardé grand chose non plus, mais du coup en fait dans les bandes annonces ils ont joué avec nous comme ils font souvent. Ils ont absolument pas présenté Wanda comme la méchante du film. Au contraire, ils nous ont montré plein de méchants différents. Et du coup on ne savait pas qui allait être le méchant du film. Mais vu la fin de WandaVision, on partait pas du tout dans l'optique de se dire que Wanda allait être méchante en fait. Peut-être qu'elle basculerait à un moment dans le film. Mais alors moi, j'ai adoré dès le départ, où quand Strange il va la voir dans son champ là, de pommier ou je sais pas quoi, et qu'en fait elle se trahit et d'un coup elle change et... Non, en fait je suis le méchant du film. Bonjour. J'ai adoré. Scénaristiquement, en fait, c'est rare aussi. J'adore les choses qui te surprennent parce que tu les as pas vues ailleurs. Et que là, direct, toute la promo du film a été faite. T'as l'impression, tu sais, à chaque fois les bandes annonces, t'as l'impression que t'as vu la moitié du film. Et là, en 10 minutes... non, c'est le film que t'allais voir, c'est pas le film que t'allais voir. C'est pour ça que moi j'ai adoré. Ouais, voilà. C'est intéressant toi, parce que... Comme t'avais pas d'attente, du coup, peut-être que toi, t'avais vu WandaVision quand même, donc je pense que tu t'y attendais pas qu'elle devienne aussi méchante comme ça. Non, moi je pensais que c'était un Doctor Strange qui allait être le méchant. Soit celui qu'on voit dans la bande-annonce, mais en fait, dans la bande-annonce que j'ai vue quand j'étais allé voir Spider-Man. Dans l'extrait en fait que j'ai vu quand j'étais allé voir Spider-Man, où on voit... le fameux Doctor Strange araignée, qui est en fait le personnage principal en fait. Zombie, ou le Doctor Strange troisième œil. Je me suis dit ça va être un de ceux-là dans le multiverse. Et je pensais pas que c'était Wanda dans l'univers du coup de Doctor Strange, pas du tout. Mais du coup, c'est vrai que toi, vu que tu t'es fait un peu plus languir, la surprise a dû être beaucoup plus impactante. Moi, j'ai bien aimé l'effet que ça fait. Quand elle enlève toute cette image et que tu as tous les arbres qui meurent d'un coup. J'ai beaucoup apprécié. De toute façon, Wanda, comme toi, je l'apprécie, j'adore le personnage. Et là, encore une fois, c'est ce qu'on disait même pour Moon Knight. C'est un personnage qui devient méchant, mais dans le fond, tu la comprends en fait. Tu comprends pourquoi elle fait tout ça, pourquoi elle veut retrouver ses enfants, pourquoi... Mais par contre, je me demande si t'as pas vu la série. C'est ce qu'on se posait la question. Je pense que tu arrives globalement à comprendre, mais il te manque... il te manque quand même... Il te manque le truc quand même, de la profondeur, quoi. Tout le background, parce qu'il te l'explique, mais à la va-vite. Ouais, il te l'explique. Ouais, après ils l'ont expliqué, c'est vrai, Mais du coup... c'est gâché, je pense, WandaVision, c'est limite indispensable à voir avant d'aller voir ce film. Tu perds tout le côté émotif, en fait. C'est ça. Tu comprends, mais bon, t'as pas l'émotion derrière, donc... je pense que c'est moins impactant. Parce que là, tous ces choix, moi, il me semblent logiques, presque. Même si, on va dire que c'est son livre qui l'obscurcit. Qui la pousse, qui obscurcit, en fait, qui se sert de ses sentiments pour la rendre encore plus égoïste, etc. Et justement, moi, j'ai trouvé ça très cool, parce qu'à la fin de WandaVision, du coup, t'as l'impression de toute façon, elle regrette ce qu'elle a fait au village, donc je sais plus comment il s'appelle, le village Fairview, je sais plus quoi. Et c'est une autre série, ça. Ne dis rien, c'est un petit
teasing pour une future émission. Moi, j'allais dire une autre ville, mais c'est dans une autre série encore. Les deux qui mélangent. N'en dis pas plus. Et je crois que ça ressemble. Ça ressemble en plus. Ouais, c'est un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, à la fin de la série, elle se transforme du coup en Scarlet Witch. Mais elle réussit à reprendre le contrôle, on va dire. Et du coup, Wanda, elle regrette ce qu'elle a fait. Elle se rend compte du mal qu'elle a créé. Et elle regrette. Et à la fin de la série, tu te dis, voilà, la Scarlet Witch, c'est fini presque, tu vois. Et on la voit juste dans la scène post-gène. On voit Wanda, gentille, on va dire, en train de, je crois, boire son thé, tu sais, devant le chalet, là. Et dans le derrière, tu vois qu'elle est en train de feuilleter le Black Hole, là, pour retrouver ses enfants. Et du coup, mais c'est vrai que pour moi, à la fin de la série WandaVision, même si on la voit pourtant, tu vois qu'elle est gentille devant, mais que derrière, en fait, elle est en train de faire des trucs un peu sombres pour retrouver ses enfants. Mais pour moi, j'avais pas acté que ça allait la rendre aussi méchante, en fait. Ah oui, moi non plus. Je sais pas si... Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que maintenant, la scène post-gène, en fait, prend beaucoup plus de sens, maintenant, que t'as vu le film Doctor Strange. Ouais. Tu sentais qu'elle sombrait, mais pas... C'est intéressant, je trouve, de voir un personnage qui sombre et qui devient vraiment, elle devient vraiment une méchante à fond, quoi. Mais de voir qu'en fait, il y a sa part gentille qui était là pendant un moment, tu vois, et qui a conscience des actes qu'elle a fait, qui regrette, mais que tu vois que la pourriture finit par tout emporter, quoi, en fait. Ça, j'ai trouvé ça, du coup, très cool. Elle a un TDI, elle aussi. Ils ont tous été TDI. Ah oui, quelque part, oui, c'est vrai, en plus, quelque part. Oui, bon, t'as une personne diabolique et une personne... Ouais, c'est ça. Ah, c'est la part d'ombre. C'est encore la philosophie de Carl Jung. Ça me fait vraiment penser à la part d'ombre. Un peu comme à Star Wars, où tu sais, tu peux basculer, et quand tu bascules très, 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 très loin. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Il y a carrément ce concept-là. Qu'on retrouve un peu dans Harry Potter, c'est d'une certaine manière, je trouve. Ah, dans Harry Potter. Ouais. Je m'y attendais pas, celle-là. C'était un teasing encore. C'est un teasing pour une autre émission. Il y a de la magie. Mais d'ailleurs, il y a un truc que je le dis maintenant parce que tu m'y fais penser. Pour ceux en fait qui ont raté certains épisodes ou certaines séries ou voilà certains personnages et qui ont Disney+, par contre, faut avoir un Disney+. C'est d'aller voir ce que tu m'avais conseillé. Les Super Légendes, c'est le nom du. Ouais, c'est la série. En fait, il y a une série sur Disney+ qui s'appelle Légende. C'est Légende. Okay, en gros, à chaque fois qu'ils sortent une série ou un film, ils vont faire c'est un petit court-métrage de 7-8 minutes qui retrace en fait l'histoire du personnage. Et du coup, c'est trop bien. Par exemple, pour Wanda, elle ça va faire 7 ou 8 ans, je crois qu'elle est dans la MCU. Elle est apparue dans Avengers 2, l'âge d'Ultron, où elle apparaissait avec son frère jumeau. Et du coup, elle a eu toute son histoire avec Vision qui s'est développée, la mort de Vision dans Infinity War, et puis après la suite dans WandaVision. Enfin, elle a une histoire, moi je trouve, pour moi, enfin c'est sûr, c'est mon personnage préféré du MCU. Oui, alors qu'avant, au global, quoi. Mais ouais, alors que à l'époque, je pense que toi autant que moi, quand on a regardé Avengers avec Thanos, dans Infinity War et tout, je m'en foutais. Enfin, en plus, j'étais pas fan de Marvel, donc toi, les autres films, j'avais vu Avengers 2 à l'époque, mais j'avais même pas relevé, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est ce que j'avais dit, c'est que le MCU, il prend de la force avec le temps, en fait. Parce que les personnages se développent vraiment sur le long terme. Et c'est ce qui peut-être aussi peut être reproché, parce que du coup, dans Doctor Strange, j'avais des attentes sur le fait que le multiverse explose et que ce soit la folie du multiverse dans Doctor Strange, mais en même temps ils en ont joué, hein. C'est pas que moi, ils ont joué là-dessus pour te faire venir dans la salle de cinéma, et finalement j'avais cette petite sensation en sortant du film, en fait le multiverse on l'a encore teasé finalement, tu vois, à la fin de Doctor Strange on n'a pas encore explosé le multiverse, quoi. Et la scène post-gène de Doctor Strange, c'est donc un personnage qui s'appelle Cléa, qui est interprété par Charlize Theron. Et cette personnage de Cléa, dans les comics en tout cas, c'est la future femme de Doctor Strange. C'est pour ça que dans ce film global, en gros, il conclut son histoire, tu vois, avec... comment ça s'appelle ? C'est Catherine, je crois qu'elle s'appelle, ça. Enfin, tu vois, la femme de Doctor Strange. Là, c'est Catherine, ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, il conclut son histoire avec elle dans celui-là, et il te tease sa femme dans les comics, avec ce nouveau personnage qui arriverait, où elle parle de... alors, je sais plus comment, de...
Enfin, en gros, il y a deux univers qui se touchent, et du coup, ça peut détruire un univers sur les deux, en fait. Ouais. Et donc, ça peut être le Node qui disparaît totalement. Elle te tease ça. Donc, tu sens que le multivers, en fait, il va arriver encore. Les conséquences du multivers, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais du coup, t'es encore dans le teasing, là où No Way Home déjà teasé, là où Loki teasé. Tu fais, vous teasez beaucoup. Au bout d'un moment, tu sais, vous tirez sur la corde, voilà quoi. D'ailleurs, un truc intéressant là, par rapport à ce truc d'univers, que j'ai bien aimé aussi, c'est que la fille, du coup, qui a un peu la particularité, tu sais, qui arrive à se balader d'univers en univers, il y a un des Doctor Strange qui voulait la tuer pour sauver en fait l'humanité. Et c'est pareil, je trouve qu'il y avait un côté très... et on retrouve souvent encore Dilemme du tramway, mais c'est encore une autre variante. Où là, il devait presque la tuer pour sauver en fait le monde. Et t'as l'impression que dans tous les Marvel maintenant, tu parlais... merde, c'est comment le film que tu disais tout à l'heure avec Angelina Jolie dedans. Oh, Les Éternels. Ouais, Les Éternels. Pareil, t'avais un dilemme du tramway un peu renouveau. Ouais, exact. À chaque fois, ils font... ils jouent je là-dessus. trouve, depuis Thanos, ils essayent. Alors qu'avant, je trouvais que les méchants Marvel étaient vraiment trop binaires. C'était juste des méchants. Tout à fait, oui. Là, je trouve que ça gratte. J'aimerais même qu'ils... Moi, je suis pressé de découvrir un peu le prochain gros méchant du MCU. Parce que moi, à l'époque où ils teasaient Thanos, etc., moi, j'étais pas dedans du tout. Donc, j'ai pas vécu cette attente du méchant qui se construit au fur et à mesure des films. Là, je suis pressé, en fait, de voir, parce qu'il y a plusieurs pistes, a priori. Et je suis pressé de voir où ça va déboucher. J'ai envie de vivre, en fait, mon premier vrai Avengers. Là, comme je suis dans l'actu, j'ai envie, parce que tous les Avengers, finalement, j'ai été voir Infinity War et Endgame. Mais moi, tu vois, les Iron Man, les Thor, etc., c'est pas que je m'en fiche, mais bon, je suis pas à fond dedans. Que là, tu vois, je commence à vraiment m'attacher à Wanda, je m'attache à Moon Knight, j'aime beaucoup le Peter Parker de Tom Holland. Tu vois, je commence à avoir vraiment des personnages que j'aime bien. Et quand ils vont annoncer le prochain Avengers qui va regrouper tous ces persos, là, je vais vraiment aller au cinéma en kiffant. Et c'est pour ça que je m'étais mis un peu plus à regarder les Marvel et tout. C'est que j'étais un peu dégoûté du coup au moment d'Infinity War et de Endgame. J'ai été les voir, mais je sais que je vivais pas le truc comme les fans qui avaient suivi depuis 10 ans le MCU. Et je m'étais dit mince, parce que c'est un vrai tournant de la pop culture. Ceux qui ont vécu à fond Infinity War et Endgame, c'est leur Star Wars, c'est leur... moi, c'est Harry Potter, tu vois, à l'époque. C'est la même chose, c'est un tournant vraiment de pop culture. Et j'étais un peu deg, c'est pour ça que je m'y suis mis grâce à Disney+, en mode série, tu vois. Parce que je me dis, j'aimerais quand même le prochain Avenger, j'aimerais bien au moins voir un peu, tu vois, Et du coup, je l'ai presque vécu, du coup, avec Spider-Man. Ce côté... Mais du coup, voilà, je suis impatient quand même de voir le prochain Avengers. Peut-être que je serais déçu totalement. Mais bon. C'est possible. C'est possible. Et donc, bon, pour revenir à Doctor Strange, moi, vraiment, toute la première partie du film, je t'ai dit, j'ai surkiffé. Donc, cette révélation avec donc Wanda, mais aussi tout le combat qu'il y a avant, tu sais, en plein New York, avec Doctor Strange qui est au mariage donc de Christine, amoureuse, mais qui ouais, c'est Christine, pas... ouais. Christine, ouais. Christine, ouais. Bref. Ouais. Et alors moi, c'est un peu, de toute façon, l'école Spider-Man, trilogie de Sam Raimi. J'avoue que ça me fait un truc à chaque fois que je vois New York dans un film de super-héros. Quand il se passe un drame, c'est peut-être l'effet aussi du 11 septembre 2001. Le fait de voir un film catastrophe à New York, ça réveille en moi des choses. Ça me touche, je sais pas, il y a un délire. Et là, du coup, cette première scène contre cette sorte de grosse pieuvre géante, là, oui, j'ai surkiffé. Je trouvais qu'il y avait des plans vraiment cool. Il y avait de la grandeur, c'était filmé de loin, donc tu te rendais compte de l'ampleur du combat, etc. Et en plus, voilà, j'étais au cinéma, j'avais la petite clim qui me soufflait dans la tête, mais du coup, ça donnait un côté presque 4D, tu vois, où je sentais l'air du combat qui me effleurait le visage. Tu vois. C'est vrai que du coup, j'ai vraiment adoré. Niveau effets spéciaux, il est très classe, hein, ouais. Ah oui, il est classe, ouais.
il est classe. Il y avait vraiment une ampleur. Et puis j'ai adoré tu sais, généralement, le héros, il va toujours se cacher dans une ruelle pour enfiler son costume. Et puis il apparaît, voilà. Là, j'ai tellement kiffé. Dans le MCU, les mecs, ils sont connus de tous, quoi. Doctor Strange, c'est une vraie star en vrai, quoi, tu vois. Et du coup, le mec, il est en costard. Vas-y, je change de costume, c'est en sautant par le balcon directement. J'ai trouvé ça tellement classe. Ah oui, mais clairement, j'ai oui. vraiment kiffé. Et là où tu vois la différence, parce que ça c'est aussi important, on l'a pas dit, mais c'est que c'est un film, du coup, généralement tous les Marvel sont Peggy 13, je crois, donc vraiment au grand public, tu peux faire la pub et tout, et là je crois qu'il est Peggy 16, celui-là. Il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise. Mais ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film... Il est un peu plus gore que tous les autres Marvel. Alors tu sens que Sam Raimi, parce qu'il a fait pas mal de films d'horreur, hein, les Evil Dead, etc., qui sont bien gore, tu sens que c'est du Sam Raimi gentillet, tu vois. Mais rien que la première scène, justement, avec cette pieuvre, où Strange lui balance le sceptre dans l'œil, puis il tire, et puis t'as l'œil qui sort de l'orbite. Oui. Alors c'est pas tu gore, vois il le y a globe pas de sang oculaire partout. C'est ça. Mais j'ai fait... mais ça, on le voit pas dans Marvel, normalement. Donc j'ai fait... Ah, c'est intéressant, ça. Là, on change de ton. Donc ça, j'ai bien aimé. Ouais. De toute façon, tu le vois tout le long. Hein. Il y a des côtés un peu... Parce qu'il y a du sang, déjà. Parce que je n'avais pas fait gaffe dans les autres Marvel. C'est vrai. Et ça, là, de plus en Il y a plus... ce fameux... On va en parler tout de suite, mais il y a ce fameux combat entre Wanda et les Illuminati. Oui. Ah oui. Qui est juste, mais... en fait, il faut mettre en perspective. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, que je te parle souvent du côté feuilletonnant de Marvel, etc. C'est que si tu vas voir juste ce film, cette scène, tu te dis, bon, elle est très cool, mais il n'y a rien de... Voilà. Sauf que, en fait, si tu as suivi le MCU, ces scènes-là, tu les as jamais vues, en fait. Le fait que l'autre, il y a son crâne qui implose à l'intérieur de son crâne, qu'il y a Captain America qui se fait couper en deux, il y a du sang sur le bouclier... Tu fais, on l'a pas vu ça. C'est quoi ce délire? Donc tu sens qu'il y a une épreuve de force et tu sens qu'on a quand même. Moi je suis content parce qu'ils ont dû lutter entre Sam Raimi parce que tu perds les Peggy à pas grand chose à mon avis. Donc ça a dû débattre à mon avis, parce qu'ils veulent continuer à faire des films grand public où même les enfants peuvent y aller. Et celui-là, autant tu sais, t'as été voir Spider-Man avec ta petite. Oui, celui-là ça avec ta petite, c'est limite là quand même là. Ouais, les gens étaient bon, allez. Ouais, ça a été Elle aime bien les trucs qui font un peu peur, donc mais là quand même. Ouais, là, au-delà du côté, des fois c'est effrayant, et encore même effrayant à tel point que je trouve qu'il y a des scènes qui sont tirées de The Ring. Quand il y a Wanda, un moment qui sort, alors je sais plus à quel moment. Si, quand qui est coincée dans les miroirs. Quand elle attaque, quand elle attaque Camartage et que Strange l'enferme dans la dimension miroir et que du coup elle arrive à sortir par les reflets. Tu vois son œil dans une flaque d'eau là. Oui. Mais même à un moment, elle sort d'une sorte de gong comme ça chez toi là pour faire. Voilà. Ah, mais c'est The Ring là. Ça m'a fait penser The Ring qui sort de la télé. Ah, mais clairement. Elle sort totalement désarticulée. Je suis sûr que c'est limite un hommage à ça, c'est pas possible. Ah, parce que là, c'est. Mais c'était effrayant, c'était pas mal. Mais moi j'ai trouvé ça génial. Alors c'est du film d'horreur soft, on va dire. Bien sûr, ouais. Moi j'aurais vraiment kiffé qu'ils partent dans un délire. Mais après, c'est des films à gros budget, tu peux pas en demander autant. Déjà, faut apprécier ce que t'as eu en fait. Moi j'aurais kiffé dans ma tête, tu vois, franchement, ça aurait été énorme. Qu'ils partent à fond dans le délire là-dedans, horreur, film d'horreur quoi. Elle vraiment fait flipper de fou, Wanda. Ah ouais, ça aurait été génial. Ça aurait été qu'elle soit encore plus filante parce que je trouve elle a vraiment des phases. Moi, Wanda, je le dis maintenant, c'est sûr que c'est mon personnage préféré de tout le MCU. J'espère qu'elle n'est pas morte. Même si j'y ai pensé, si elle est morte, non, elle peut pas être morte parce qu'il n'y a pas eu la clôture de son histoire avec Vision. Donc pour moi, elle est pas morte. Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi à la fin quand la montagne s'écrase sur sa tête là. Ah, toi, tu penses qu'elle est pas morte? Ouais, Ben moi, je me dis que son histoire avec Vision n'est pas finie, donc tu peux pas clôturer à moins qu'ils vont interagir là-dessus ou Vision va réagir à la mort de Wanda, mais encore je sais pas parce que c'est plus vraiment Vision, c'est White Vision là. C'est ça, c'est plus le même Vision. Est-ce que je sais que pour moi, ouais. Parce qu'au moment où la montagne s'effondre, on voit une petite explosion rouge. C'est vrai, c'est vrai. Et puis tu la vois pas mourir, donc tu sais, c'est le truc des films, tant que tu vois pas quelqu'un mourir, il est pas vraiment mort, tu vois. Donc je pense qu'il se laisse une porte de sortie. Après, j'espère moi qu'on la reverra. Après, si ça se termine là pour Wanda, je trouve que son arc
narratif en fait, à part la clôture avec Vision, mais très intéressant quand même. Je suis content du coup de quand même ce qu'on a eu avec Wanda, et je suis content en fait au moins qu'ils ont poussé le personnage et ce côté un peu horrifique, des limites indispensables, pour la rendre encore plus terrifiante, etc. S'ils avaient fait un film beaucoup plus plat, en fait, je sais même pas comment ça aurait donné, quoi. Heureusement qu'ils sont partis là-dedans, quoi. Bah surtout qu'il a été très fort, et ça tu me l'avais conseillé pour aller voir le film, sur le côté sound design, et ce qui a joué déjà le côté horrifique, mais pas que. Musicalement, il y a des moments, le duel entre le Doctor Strange normal et Doctor Strange troisième œil, je vais l'appeler comme ça. Oui, quand il faut une symphonie. C'est du classique, ouais. Il y a plein de moments, c'est... Et même, moi, le niveau sound design, au-delà des musiques et tout, c'est justement, il y a des moments un peu d'horreur avec Wanda, hein, où carrément, elle coupe l'audio. D'un coup, il n'y a plus de bruit dans toute la salle de cinéma, et tu l'entends chuchoter dans l'oreille d'un gars, ou alors t'entends juste de l'eau qui se met à couler, ou il y a des bruits qui sont de l'horreur un peu, parce qu'ils sont dérangeants, ils sont pas normaux, tu vois. Et moi, le travail de sound design, c'est pour ça que je suis pressé de le revoir comme ce film, pour mieux l'analyser. Là, ça me donne envie. Ça me donne parce qu'il y a plusieurs scènes comme ça. Avec ma barre de son là au taquet. Oui, putain, c'est clair. Mais parce que moi, il y a vraiment eu des phases vraiment où il y avait plus un bruit dans le cinéma. Tu sais, j'en avais parlé dans Star Wars, etc. J'adore ces moments justement de blanc où plus personne parle dans la salle en même temps que le film. Et là, il y en a plusieurs comme ça. Et puis du coup, sa conclusion, moi, Wanda, que finalement, elle retrouve, tu vois, cette bienveillance qu'elle a en elle. Et même que tu sais, quand elle est face à ces deux gamins et qu'elle voit, en fait, ils ont une mère, mais c'est pas elle, en fait. Même si elle les vole, on va dire, presque, tu vois, ce sera jamais leur vraie mère. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ouais. T'as l'impression qu'il y a ça... Depuis le début, en fait, sa part émotionnelle qu'il a contrôlée, elle fait tout sous le coup de l'émotion et tout. Et là, à ce moment-là, elle se rend compte... Mais en fait, non. Elle se met à la place, en fait, d'elle-même, dans un autre univers. Et il y a vraiment ce déclic, quoi. Elle se dit, mais... En fait, ouais, il y a ce switch où elle se dit, mais c'est pas logique, c'est pas rationnel ce que je fais depuis le début. Pourtant, elle avait été prévenue. Il y en a un qui lui dit... c'est Doctor Strange qui lui dit. Et elle s'énerve à ce moment-là. Mais justement... Ouais, parce que là, elle est complètement, on va dire, pourrie. Après, oui. Black Hole, quoi. Et elle lui dit, mais un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que Doctor Strange, lui, il a pris la solution de casser les règles multiverselles, etc., pour battre Thanos. Et c'est devenu un héros qui a sauvé le monde, etc. Elle fait, pourquoi moi, quand j'ai envie de briser les règles, pourquoi moi là je deviendrai la méchante? Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup on se rend compte que dans l'autre univers dans lequel ils vont, que le Doctor Strange justement lui aussi a brisé les règles multiverselles pour tuer Thanos. Il va réussir à tuer Thanos, mais il y a donc ce cercle des Illuminati. Donc les Illuminati dans les comics et tout, c'est les Avengers, mais une version Avengers plus philosophe et scientifique. C'est des Avengers beaucoup plus sages finalement. Moi j'ai bugué, hein, franchement. Ah ouais. Quand il y a eu, ce sont les Illuminati. En plus oui, les théories complotistes de l'époque. Oui, trop. Mais j'ai trouvé ça énorme en fait. Parce que, tu te rappelles, parce que à l'époque, on n'arrêtait pas de dire qu'on était adolescents et un peu, un peu débiles. Le triangle. Et du coup, on parlait des Illuminati, du complot et tout. Et là, dans le film, j'ai fait, ah ouais, c'est fort quand même. Parce que là, ils ont, via les comics, hein, parce que de ce que tu dis, apparemment, c'était déjà connu. Mais c'est des Illuminati qui forment une élite, certes, mais une élite qui est pour le bien de tous. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le complotisme pour le bien. C'est que il y a des théories du complot. Pourquoi elles sont toujours malveillantes, les théories du complot? Elles sont bienveillantes. Il y a une théorie du complot très bienveillante. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. J'ai fait, ah oui, ok, c'est ça les Illuminati. Et j'ai bien aimé. Mais en plus, t'as l'arrivée de professeur Xavier aussi. Et là, j'ai fait, C'est ça. Donc du coup, oui, il y a les apparitions. Donc ça, je sais qu'à l'époque de Spider-Man No Way Home, il y avait eu pas mal de trucs qui disaient qu'en fait, Dr. Strange retournait en tournage, qu'il a été repoussé. Il devait sortir en février, je crois, à la base. Et il est sorti là qu'au mois de mai. Et du coup, entre autres, parce qu'ils allaient faire des reshoots
Voilà, on savait pas trop quoi, mais moi j'ai l'impression que le professeur Xavier a été un peu rajouté au dernier moment, en plus. D'accord. Parce que tu vois, il arrive à la fin de la discussion, et pareil, la scène, alors ils l'ont pas fait, tu vois, avec Toby. Tu sais, avec Toby, ils te font croire qu'il le tue, tu te rappelles, dans No Way Home. Oui. Tout le monde a gueulé dans la salle, non, ils vont pas tuer Toby, quoi. Et là, du coup, ils le font mais avec Xavier, chez les enfoirés. Parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils réclament le professeur Xavier de retour, blablabla. Ah, ils le font réapparaître et petit coup du lapin. En plus, elle est horrible la scène. Quand il y a Wanda qui lui surgit derrière et bam. Mais c'est drôle. Elle lui brise la nuque. En fait, rien que pour toute cette scène, j'ai envie de revoir quand elle tue tout le monde. C'est vrai qu'elle est. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que du coup, alors, il y a. C'est très intéressant parce que donc il y a c'est Gordo. Donc c'est le mec qui les accueille. Avec les tresses, etc. Oui. C'est un mec en fait qu'on a vu dans Doctor Strange 1. C'était un mec qui faisait partie donc de Camartage, mais qui était teasé comme le prochain méchant dans la scène post-générique de Doctor Strange. Et ce mec-là en fait, alors je sais plus exactement l'histoire, mais en gros, il était contre le fait que Doctor Strange devienne le sorcier suprême. Et du coup, je crois qu'il tuait des gens pour avoir leur pouvoir. C'était un truc comme ça, je crois. Globalement, je l'ai regardé il y a pas si longtemps finalement, mais tu vois, c'est une scène post-gène, j'ai pas. En gros, ça teasait que lui allait devenir le prochain méchant de Doctor Strange. Et du coup, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la bande-annonce, on le voyait. Donc on se disait, il faisait partie aussi des méchants possibles de la bande-annonce. Parce que comme il était teasé comme méchant dans le premier Doctor Strange, là tu le revois dans la bande-annonce, tu dis, c'est peut-être lui en fait le méchant de Doctor Strange 2. Alors qu'en fait, pas vraiment, puisque c'est un autre Gordo d'un autre univers, tu vois, c'est pas celui qu'on avait vu dans le premier. Ah ouais, ils vont faire que nous mindfucker avec ces histoires d'univers, hein, je te le dis. Ah je te le dis. Oui, là, c'est sûr. Et du coup, donc il y avait donc le professeur Xavier, il y avait donc Black Bolt, donc flèche noire. Je connaissais absolument pas. Je déteste. Donc c'est le mec qui, dès qu'il parle, en fait, il crée des vibrations qui peut détruire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un mec qui était apparu apparemment dans la série Inhumans. Donc c'est une série Marvel que je n'ai absolument pas vue, qui a bidé. Il n'y a eu que 8 épisodes et ils n'ont pas. T'aurais pu le voir en fait. Pour le bien de cette émission. C'est vrai. Applaudissez-le. Et du coup, par contre, c'était un petit clin d'œil sympa parce que c'est pas le même costume qu'il a dans la série, donc on peut considérer que c'est un autre Black Bolt. Mais par contre, c'est le même acteur, donc c'était un petit clin d'œil sympa pour ceux qui ont aimé la série. C'est quand même le même acteur. Il y avait donc Captain Marvel, mais la version, alors je sais plus comment elle s'appelle. Désolé, mais en gros, dans Captain Marvel, le film avec Brie Larson, en fait, l'actrice principale a une meilleure amie. Et là, dans cet univers, c'est sa meilleure amie qui est. C'est. Donc, il y a dans WandaVision, je ne sais pas si tu te rappelles, la femme qui rentre dans l'univers de Wanda. Et qu'au début, on sait pas on croit que c'est une habitante comme une autre. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une meuf du FBI de Marvel. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Genre qui assiste à l'accouchement et puis Wanda lui fait un moment où Wanda la grille parce qu'elle parle de Ultron, je sais plus quoi. Oui. Et du coup, elle a fait sortir, tu vois. Et cette fille-là, c'est Monica Rambeau. Et je t'en avais parlé parce que tu sais, après on découvre son histoire, on découvre que sa mère était sur le point de mourir et qu'elle s'était fait clapper par Thanos. Et donc elle a disparu et quand elle est réapparue, sa mère était déjà morte du coup. Je sais pas si tu t'en souviens de toute cette background story. Si, tout à fait. Ouais. Et je t'avais raconté à l'époque que la mère donc, de Monica Rambeau, c'est, je sais plus son prénom, mais Rambeau aussi, c'est sa mère, qu'on voyait en fait dans Captain Marvel, le film. Qui se passe du coup dans les années 90, le film Captain Marvel, c'est l'époque où... et on la voit mourir, c'est pas ça? Non, dans le film... non, elle meurt, je t'ai dit, elle meurt... on la voit dans la série WandaVision, parce c'est pendant le clap où Monica, elle disparaît à cause de Thanos. Pendant les 5 ans où elle est disparue, sa mère meurt en fait pendant ces 5 ans. Et elle, quand elle réapparaît, Monica, elle est toujours sur le lit d'hôpital de sa mère, sauf que sa mère est plus là depuis 5 ans. Quoi. C'est ça, oui. Je me rappelle de la scène. Cette histoire. Okay. Et du coup, sa mère, c'était un personnage qu'on voyait donc, dans le film Captain Marvel, parce que c'était la meilleure amie de celle qui va devenir Captain Marvel. Okay. Et on voyait Monica, on la voyait gamine Monica, on la voyait quand elle avait 10 ans quoi, à peu près, dans le film Captain Marvel. Voilà. Et du coup, là, Captain Marvel qu'on voit dans Doctor Strange, c'est la mère de Monica. Comme si dans cet univers, comme les deux en fait étaient pilotes de chasse, donc Captain Marvel et sa meilleure amie, Rambeau, là,
Les deux étaient pilotes d'avions de chasse, et bah, t'imagines que c'est un univers où la mission, où Captain Marvel est devenu Captain Marvel, bah, c'est comme s'ils avaient interverti les rôles, et du coup c'est Rambo qui est devenu Captain Marvel, tu vois. C'était un petit clin d'œil dans ce cinéma, parce que du coup c'est la même actrice, que je sais pas si on la reverra du coup. Mais Ok, ouais. C'est le petit clin d'œil sympa, et du coup, alors un clin d'œil que je passais totalement à côté, mais il y avait le héros des 4 Fantastiques. Alors c'est des films que j'ai pas regardé moi à l'époque. Mais dans les 4 Fantastiques, moi oui, je les avais vus, mais lui il n'y était. Non, il n'y était pas, parce qu'en fait du coup, non, il n'y était pas. Ah, il était pas, voilà, ok. Il n'y était pas. Après, le personnage y était dans les films, dans les anciens films. Mais en gros, du coup, bon, j'ai suivi ça après, pour le coup. Mais cet acteur, en fait, parce que du coup, il y a un film 4 Fantastiques qui est prévu. Et du coup, en fait, cet acteur, alors je sais pas trop pourquoi, mais les fans de Marvel, en fait, ça fait 3-4 ans qu'ils le réclament pour ce rôle. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. J'ai découvert ça après, que ça fait plusieurs années que les fans de Marvel poussent pour que ce soit lui qui devienne Monsieur Fantastique, en fait. Et du coup, là, j'ai vu qu'il y a des rumeurs qu'en participant à ce film, ça serait pour dire que peut-être qu'il serait pas le Captain Fantastique du prochain film des 4 Fantastiques, mais ce serait peut-être le réalisateur du prochain film. Voilà. Ok. Et voilà, c'est les rumeurs qu'il y a en ce moment, donc il y aura peut-être des confirmations un peu plus tard. Voilà. C'était le clin d'œil du coup qui a fait plaisir à plein de fans, parce que voilà, même si c'est marrant parce qu'il finit en spaghetti. Hein. Non mais clairement, mais c'est ce que j'étais en train de penser. Elle lynche tous les trucs quoi. Un des meilleurs des X-Men, Captain Marvel qui est un des meilleurs normalement des super-héros, le mec des 4 Fantastiques. Limite, t'as l'impression qu'elle lâche tous les super-héros. Et la Captain Carter, c'est la... Alors pareil, dans la petite série animée, tu sais, je t'avais parlé de l'épisode sur Doctor Strange, et il y avait un épisode aussi sur Captain Carter, donc c'est et si Captain America, en fait, le mec là, je sais plus, Steve Rogers, au dernier moment, il n'avait pas pris le sérum, et que c'était du coup l'agent Carter qui l'avait pris à la place. Et c'est elle qui serait devenue le Captain America, en fait, féminin, voilà. Okay. Et du coup, là, on ne sait pas si c'est exactement le personnage de la série What If. On sait pas, mais en gros, c'est un personnage qui a suivi à peu près le même déroulé, quoi. C'est une Captain America féminine, quoi, en gros. Sauf qu'elle se fait couper en 2, hein, voilà. Ouais, ok. Donc, c'est en plus pour toute cette phase un peu clin d'œil. Il a fait, en plus de faire des plans magnifiques à certains moments, on aurait dit que t'as fait. J'ai cru que t'avais fait du gros ro. Ah, j'ai cru que t'avais fait un gros ro micro. J'ai un peu bien de le préciser parce que sinon tout le monde a cru ça. Non, j'ai aspiré. C'est que j'arrive à la fin de mon verre. J'ai compris après. D'ailleurs, j'en profite de cette petite interlude pour me resservir parce que je commence à avoir la gorge sèche. Parfait. Pour pas faire des bruits de raclage. Hein, parfait. Voilà. Comme ça me permet d'évoquer un petit truc très important. Il me semble que c'est dans cet univers du coup des Illuminati où on voit que tous les immeubles sont parsemés de verdure et où il y a plein d'éoliennes verticales. C'est cet univers-là. Ah, j'ai fait, mais c'est génial. Parce qu'en fait, ils ont un peu représenté un univers idyllique, peut-être grâce à ces Illuminati, je ne sais pas. Tout avait réussi, c'est ça. Ouais, voilà, où il y aurait des bâtiments verts, des éoliennes verticales, pour avoir de l'électricité de façon indépendante. Et un truc intéressant, c'est que les bâtiments verts, ça c'est un truc qui est vraiment d'actualité, parce que ça permettrait aux villes de refroidir en fait la zone géographique urbaine, si tu veux. Ouais. Parce que le problème, c'est que le réchauffement climatique, ça crée des canicules partout. Mais dans les villes, avec les bâtiments blancs, etc., avec la route et tout, en fait, les températures sont nettement plus ardues. Et de ce fait, mettre des arbres, c'est un peu un peu comme une méthode anti-réchauffement, mais juste une méthode d'adaptation, on va dire. Ouais, c'est ça. Okay. Et là, c'est poussé à fond en fait dans cet univers, et je trouve que c'est bien représenté aussi par ces éoliennes en fait aussi, quoi. Je pense que c'était pas anodin. Et du coup, j'ai fait ça. De montrer un univers où tout est un peu idyllique, parfait quasiment, tout est c'est. Après, ils sont tous habillés en noir et blanc. Pourquoi, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. D'accord. Il y a que Doctor Strange et la fille. D'accord. Qui ressortent. J'ai pas fait gaffe. Ok. D'accord. Ok. Alors à revoir, mais il me semble que oui. Après, les Illuminati, non, eux, ils sont en couleur. Mais tous les civils qu'on voit, ils sont en noir et blanc. Ils sont habillés en noir et blanc. Mais ça se peut, ouais. Ok. Donc pourquoi, je sais pas. Je sais pas s'il y avait une volonté particulière. Moi, je pour faire ressortir.
Ouais. Là, j'étais toujours dans le moment où j'étais à fond dans le film. Parce que vraiment, moi, j'espère qu'un jour, il y aura un film comme ça. Peut-être pas finalement le prochain Spider-Man, Spider-Verse, qui a l'air de... Ou tu sais, dans le premier Spider-Man, Spider-Verse, c'est des Spider-Man d'autres univers qui sont venus dans le truc. Et j'ai l'impression que le second, bah, ça va être Miles Morales qui va aller dans plein d'univers différents. Et je t'avoue que moi, le sentiment de voyage est tellement fort. J'adore ce truc, mais c'est pas que dans Doctor Strange ou quoi, mais c'est dans d'autres œuvres que j'ai ressenti ça, même dans Star Wars. C'est peut-être pour ça que j'aime Star Wars. J'adore dès que t'arrives sur une nouvelle planète dans Star Wars et que t'as tout à découvrir, une culture, un truc comme ça. Et là, ce truc de multivers, je t'avoue que j'avais des frissons quand ils sont arrivés, moi, dans cette ville, de tout découvrir. Alors, c'est quoi l'histoire de ce peuple, c'est quoi l'histoire de cette planète. Et c'est pour ça peut-être que ça m'a manqué par la suite, parce que j'aurais voulu qu'il y en ait d'autres trucs comme ça, tu vois. Et j'espère qu'il y aura au moins un film où ils vont pousser ce concept à fond. Au moins un seul, quoi. On les voit traverser plusieurs univers avant d'arriver sur cet univers-là. Il y a plein de petits clins d'œil. Donc moi, j'ai rien trop capté comme clin d'œil. J'ai vu que les fans avaient repéré, donc a priori qu'il y a eu un univers, ça représenterait le tribunal des vivants, je crois qu'ils appellent ça. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Apparemment, c'est assez connu dans l'univers des comics. Ok. J'ai vu à un moment, il passe dans un univers genre dessin animé. Donc pareil, je sais pas si c'est une référence ou quoi. Mais bon, c'est rapide, quoi. C'est très rapide. Mais oui. Là, j'étais encore dans la partie justement où j'étais. Parce que Wanda venait. Il y avait eu le combat à New York. Wanda Camartage, j'avais trouvé ça grandiose. Ouais, et puis le côté horrifique qui s'installe. En plus, pour lui échapper, ben, on part dans d'autres univers. Je te jure, à ce moment-là du film, j'étais dans la salle de cinéma, mais j'étais à parc d'attraction. J'étais au paradis. Ah ouais, mais j'étais vraiment ce que je voulais. Et c'est après que la scène des cinématiques, ça a commencé à tirer en longueur. Je suis là, bon, faut bouger, faut changer. Oui, parce que pour le coup, le Doctor Strange avec le troisième œil, peut-être que ça parle à... Bah après, alors on sait même pas en fait du coup si c'est le même qu'il y a dans What If, parce que dans What If, donc il y a un épisode sur Doctor Strange qui est assez intéressant où en fait il décide, alors je sais plus comment, c'est un sort de magie ou je sais pas quoi, mais en gros, tu sais, Doctor Strange il devient Doctor Strange parce qu'il a un accident de voiture et du coup lui qui était un très grand chirurgien, en fait il perd l'usage quasiment de ses mains et du coup il peut plus rien faire, pour lui sa vie n'a plus aucun sens et du coup il part un peu en retraite spirituelle à Camartage parce qu'il avait eu écho, je crois, d'un mec qui avait eu un putain d'accident, qui était condamné par la science, mais après un stage justement à Camartage, bah, il pouvait rejouer au basket, comme ça, je sais plus, il y avait un délire comme ça. Et du coup, il décide, bah, tu sais, perdu pour perdu, de toute façon, bah, je vais faire un truc alternatif, quoi. Et il avait découvert tout ce groupe à Camartage qui lui ont appris la magie, quoi, en gros, bref. Et du coup, bah, dans cet épisode de What If, c'est un Doctor Strange en fait qui décide de pas avoir cet accident de voiture parce que justement c'est ce qui l'a éloigné de sa femme justement qu'on voit. Donc tu avais dit elle s'appelait Christine, ça Catherine. Catherine, je l'avais noté. Catherine. Okay. Attends mais j'ai un doute maintenant. Bref, en gros sa femme, tu vois. Et du coup, bah, il essaye de créer une réalité où il n'aurait pas cet accident de voiture. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'il crée cette réalité-là, bah, en fait, sa femme, elle meurt dans l'accident de voiture ou d'une autre façon, en fait. Il n'arrive pas à créer une réalité où lui n'a pas son accident et elle ne meurt pas, en fait. Il n'arrive pas à le créer. Et c'est pour ça, plus il tente des solutions, en gros, plus... bah, en gros, un peu comme avec le Black Hole, quoi, tu vois, il se pourrit l'esprit, etc. Et à la fin, en fait, il va tellement loin qu'en gros, il détruit tout son univers et il est tout seul, en fait. Il est tout seul, mais il réussit, je crois, à faire vivre sa femme. Mais sa femme, en le voyant, parce que plus il faisait des trucs, plus bah, il se détériorait, etc. En le voyant, bah, en fait, elle fait « Mais t'es un monstre, c'est pas le Strange que j'aimais, tu vois. » Bref, il y avait toute une histoire comme ça dans un truc. Et du coup, ce Doctor Strange-là bah, fait penser, parce qu'en plus, son univers est complètement défoncé. Ouais. Là aussi, d'ailleurs, c'était un peu... ils avaient joué de nous avec la bande-annonce à la suite de Spider-Man. Parce que dès le début, on le voyait de ses sorties et on voyait cette scène. Sauf je crois qu'on le voyait pas avec sa femme. On le voyait, je crois, tout seul sortir. Et t'avais l'impression que c'était vraiment la suite directe de No Way Home. Ouais, que c'était lui le super méchant, quoi. Et moi, non, mais même avant, je sais pas si tu te rappelles, au début de la bande-annonce, il sort dehors dans la rue de New York et tu vois tous les bâtiments qui étaient un peu défoncés et tout.
Et quand tu sortais de No Way Home, t'avais l'impression que c'était les conséquences de No Way Home qui créent ce désastre dans New York. Alors qu'en fait, c'est dans un autre univers, on se rend compte. Ah oui, c'est... Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Enfin, déjà là, ils jouaient avec nous sur la bande-annonce. Et souvent, c'est le cas, de toute façon, chez Marvel et tout. Ouais. Bon, non, mais c'était fort. C'était fort, voilà. Ouais, puis avec un petit combat assez sympathique. Pareil, une petite révélation. Il fait une confidence. Il parle à Strange pour prouver qu'il est bien Strange. Il lui parle d'une anecdote qui n'était pas connue dans le MCU. Je sais pas si tu t'en souviens, parce que j'ai un petit doute, ça j'ai pas été mentionné, je viens d'y repenser à ce moment-là. C'est qu'il fait appel à un souvenir dans leur jeunesse, je crois, un traumatisme. Oui. Et je me rappelle de la scène quand il lui demande. Ouais, voilà. Alors je sais plus quoi en détail c'est quoi, mais il lui fait. Tu te souviens quand il s'est passé ça ou je sais plus quoi. Il parle d'un traumatisme qu'ils ont eu enfant ou plus jeune, je sais plus trop. Et ça c'est quelque chose en fait qui n'était pas du tout connu dans l'univers de Marvel. Dans tout le MCU, pour le moment, on n'était pas au courant on a eu son film et tout. Dans son film, on parlait pas de ça ni rien. Donc c'est peut-être un truc qui va attiser des prochaines choses. Sur un traumatisme qu'il aurait eu plus jeune ou quoi. Bref. Pareil pour le troisième œil. Oui. A priori, on sait pas parce exactement à quoi ça va servir en fait. Et qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est néfaste ou pas à la fin qu'il l'est ? Ça, j'étais regardé, a priori, on sait pas exactement. Il y a plusieurs comics qui parlent de cet œil, mais à chaque fois, ils ont un truc différent. Donc Ouais, parce que même spirituellement, on parle souvent du troisième œil. Si on regarde juste spirituellement à quoi ça correspond, c'est juste en fait, c'est que t'éveilles ton esprit et tu peux voir des choses, souvent dans les comment dire, j'ai pas envie de dire dans les sectes, mais dans les mouvements un peu ésotériques, on parle de ce troisième œil que tu peux éveiller en méditant par exemple, et du coup tu as accès à des choses que les autres ne voient pas, comme si tu élargissais ton champ de vision. Voilà, quelque chose que je n'y crois pas, hein. Mais côté spirituel, je pense que peut-être... Ouais, mais du coup, là, dans Strange, j'imagine qu'ils ont un plan et qu'il va y avoir une utilité à cet œil ou quoi, mais du coup, on sait pas vraiment, à la fin du film, on sait pas vraiment si c'est positif ou négatif. Non, ouais. C'est dans les comics, apparemment, ils peuvent voir l'avenir, ils peuvent voir des trucs comme ça, de ce que j'ai vu, donc je ne sais pas. Okay, ouais. Mais moi, j'ai vu qu'il a cet œil à certains moments dans certains comics, mais il y a plusieurs histoires, apparemment, pour le même œil, donc... donc même quand il n'y a qu'une version, on le voit avec Moon Knight, hein, quand il n'y a qu'une version dans les comics, dans le MCU, ils arrivent toujours à raconter autre chose en fait. Donc là, comme il y a plusieurs versions pour cet œil, on ne sait même pas si ils ont libre qui existe ou voilà, c'est ça. C'est du teasing plus pour la suite qu'autre chose, mais on verra. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film qu'on n'aurait pas dit? Non, parce que j'avais vu mes petites notes là, de côté et je crois avoir tout dit. J'avais pris des notes parce que sinon je pense que j'aurais oublié certaines choses. Mais non, je pense qu'on a fait le tour avant que je mette tout feu. Non, après voilà, moi aussi, on l'a dit. Fait le tour, après. Il y a des très beaux plans que Sam Raimi a fait, des très beaux décors des fois qui sont dignes d'un tableau. Tu sais, quand justement Doctor Strange monte pour aller voir ce Doctor Strange au troisième œil. C'est beau, je trouve. Cette scène où il monte l'escalier, t'as la mer. Ouais. T'as l'impression qu'il monte dans l'infini. C'est ça, ouais. Il y a des côtés très visuellement qui sont très beaux. Ah oui, et même pour ça, j'ai envie de le revoir. Bon film. Pour le coup, c'est un vrai bon film de cinéma niveau composition graphique. De toute façon, c'est ça. Il met la pâtée, il y a quasiment tous les films du MCU pour le coup. Hein. Donc voilà. Non, vraiment. Très bon truc. Moi, vraiment, c'est un film, même si sur le coup, mais tu sais, j'arrive à prendre le recul de me dire c'est mes attentes qui ont joué dans mon appréciation sur le moment du film. Oui. Donc, pour moi, c'est un très bon film. Après, c'est pas un, classique ou je sais pas quoi. C'est pas la narration qui était folle en fait. C'était plus les personnages, le visuel et la musique, plus que la narration en elle-même. Ouais. Enfin non, dans la MCU, là, je trouve ils ont rajouté du coup la réal. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Qui était feuilletonnant du truc, mais après j'étais très satisfait moi de l'histoire de Wanda. C'est le personnage que j'attendais le plus, plus que Doctor Strange limite. Bon, après moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai adoré Wanda. Elle m'a touché. Je vais pas dire qu'elle m'a fait peur parce que c'est quand même de la peur soft, mais il y avait ce côté badass de l'horrifique quand même qui rajoutait un truc. Et je suis vraiment pressé de le revoir pour mieux m'attarder sur certaines scènes, parce que vraiment genre quand elle prend possession du corps. Donc de l'autre Wanda, on va dire, de l'autre univers, quoi.
ça fait vraiment film d'horreur. Elle est à moitié en sang sur un côté de la tête. Oui. Tu sens qu'elle bouge, elle contrôle pas totalement le corps. Enfin, j'adore. Et c'est pour ça que j'aimerais le revoir, parce que... Ouais, parce quand on reparle de ces scènes, je pense qu'elles sont assez épiques pour me faire frissonner. Mais pour autant, là, dans mes souvenirs, c'est pour ça, c'est ce que je disais en partie non spoil, j'ai pas été transporté, il y a pas eu... J'ai pas eu... émotionnellement, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de trucs qui m'ont... moi, quand même, la fin avec Wanda, quand elle est face à ses gamins, et que ses gamins, en fait... là, oui, c'est vrai. Eux, ils aiment leur mère, c'est tout. Et ils ont peur d'elle. Oui, ils ont peur d'elle. En plus, ils la voient comme un monstre, parce que c'est ce qu'elle est, c'est ses actes, c'est horrible. Ce moment-là est quand même touchant, et je suis pressé de le revoir aussi, celui-là. Mais c'est vrai, c'est un film qui donne envie de le revoir. Tu vois, le fait qu'on en parle comme ça... Oui, mais c'est ça, je t'ai dit, moi aussi, il a mûri dans ma tête, et de réfléchir au film derrière, c'est... Voilà, contrairement à No Way Home, c'est un film, je pense, quand il sortira en Blu-ray, je me le prendrai. C'est beau. Voilà, sur ce, fin de l'émission, on n'a plus aucun sujet à traiter. Bien sûr. Bah vas-y, bah t'as qu'à terminer l'émission. On rajoute. Ouais, c'est clair. Non, on va parler du dernier sujet. Brièvement, on va pas faire une heure d'émission dessus. Hein. Mais donc la bande-annonce de Avatar 2 est sortie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bah, déjà, musicalement, on le sait, nous on aime la musique. Et la musique, parce que tout se joue sur la musique là, dans cette bande-annonce. Oui, je trouve aussi. Il y a pas beaucoup de paroles. Hein. Non, c'est ça. Parce que c'est même pas une bande-annonce, c'est un teaser. Ouais, voilà. Une bande-annonce, c'est un teaser. Ouais. Mais rien que la musique, elle est enivrante. Après, au niveau des images, c'est ce qu'on avait dit. Ça a l'air de se passer dans l'eau. Et est-ce que tu veux plutôt... Parce que maintenant, j'ai quelques news. Donc, est-ce que tu as envie de dire ce que tu en penses? C'est le moment, là. Ah non, oui, ce que j'en pense. Non, je vais dire ce que j'en pense, vite fait. Il a un blanc. Moi, ça me hype. Ça me hype pas vu parce que contrairement, tu vois, à Doctor Strange, j'ai des attentes très élevées pour Avatar. Ah, c'est pas bon ça. Pour un film du MCU, finalement, je vais au cinéma comme je t'avais dit, moi. Toi, t'étais un peu deg à la sortie de Doctor Strange parce que t'as été en plus en salle Ice, t'as payé les places 16 balles ou un truc comme ça. Exactement. C'est ça. Moi, les films du MCU, je prends la place minimum à 8 balles. Parce que j'ai conscience de ne pas aller voir un vrai film de cinéma, je vais voir un épisode d'une série au cinéma. Et moi, je l'ai... c'est inscrit maintenant. Je sais, quand je vais voir un film du MCU, je sais que je vais voir ça. Et en plus, je ne vais pas voir tous les films du MCU. Hein. Mais les films qui me tentent, j'y vais pas pour voir une claque, un film qui va me retourner la tête, ça va être une pierre angulaire de je sais pas quoi, bref. Contrairement à Avatar 2. Avatar 2, c'est un peu comme quand je vais voir un Star Wars. Avatar 2, les attentes vont être bien plus hautes. Et du coup, Avatar, ça a été racheté par Disney. C'est toujours James Cameron aux commandes. Mais ils ont prévu 5 films en tout. Et du coup, j'ai la peur que la déception va être terrible. À la hauteur de Star Wars 8. Quand Avatar 2 va sortir. Tout simplement parce que ça ne sera pas un film qui va se tenir en lui-même. Ça va être un épisode de la série Avatar qui maintenant va être composé de 5 films. Et j'ai l'impression qu'on n'en aura pas assez. C'est mes craintes que j'ai parce que les attentes, là j'attends pas un film du MCU pour Avatar, tu vois. Si on nous sort un film à la sauce MCU dans le monde d'Avatar, ça va pas le faire. Les attentes sont bien plus élevées. Je sais pas. Là, c'est James Cameron, hein, c'est Titanic. Quand ils ont fait le premier Avatar, ils savaient qu'il allait y avoir des suites. Donc tu vois, quand il a fait le premier Avatar, il s'est pas dit... mais peut-être que mes craintes seront apaisées, mais je te dis, c'est ce que j'ai un peu peur. Mais j'espère après, pas, c'est possible, parce que j'ai des vraies attentes pour le coup. Ouais, parce que la sortie est prévue pour le 14 décembre 2022. Ah bah oui, voilà. Et... Le film de Noël, quoi. C'est le gros blockbuster de l'année. Hein. L'atout, en fait, de cet opus, c'est ce que je teasais un peu tout à l'heure. C'est que du coup ça se passe sous l'eau comme on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, hein. On voit que ça va se passer sous l'eau, on en reparle plus en détail d'ailleurs dans l'émission sur Avatar, donc là je vais pas trop y revenir dessus, mais par contre ils vont utiliser une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la motion capture mais sous l'eau.
ce qui n'avait jamais été fait auparavant. En fait, ils n'avaient jamais fait des motion capture sous l'eau. Et là, ils ont réussi à le faire fonctionner sous l'eau. Donc c'est qu'il y a des vrais acteurs en gros qui sont plongés avec les capteurs et tout le bordel quoi. Exactement. D'accord. Donc c'est vrai que les modèles 3, mais c'est vrai, un truc tout bête à penser, mais c'est vrai que l'animation et tout le bordel, ça a été un délire dans l'eau, tous les cheveux, les poils, tout. Et apparemment le rendu semble du coup incroyable parce que tout ce qui se passe dans l'eau, du coup, c'est en photoréalisme, c'est vraiment dans l'eau. Et voilà. Donc c'est un peu l'atout déjà qu'Avatar est en avance sur son temps, on va dire, lors du premier opus, avec son motion capture, avec la 3D doux. Et ben là, ils vont le faire dans l'eau. Et c'est encore une nouveauté. Donc je suis curieux de voir le résultat. Et pareil, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que du coup, James Cameron est toujours aussi fan en fait de la 3D. Et que ce film est fait pour être vu en 3D. Comme Avatar 1 était, parce qu'à l'époque, c'est ce qui avait créé le giga le giga bordel à l'époque. C'est parce que ça a introduit... c'est hallucinant ce que ce film a fait, parce qu'il y a je sais pas combien de cinémas qui ont sorti les billets pour installer des cinémas 3D dans leur ciné, quoi. Enfin des salles 3D dans leur ciné. C'est grâce à ce film, en fait. Et ce film, à l'époque, avait vraiment démocratisé la 3D au cinéma. Il le faisait royalement. Hein. Parce que, clairement, moi, j'avais une télé 3D avant. Et je l'avais en Blu-ray 3D Avatar. Quand je le regardais après en 2D, le film, il prenait un coup de vieux, en fait. Alors qu'en 3D, en 3D, il était tout le temps next-gen, en fait. Mais dès que tu le regardais en 2D, quand il passait sur téléphone, c'est marrant, ça. Tu dis, ah mince, il a pris un coup de vieux. Donc là, j'avais vu que James Cameron était toujours à fond sur la 3D et que le 2... En plus, dans l'eau, du coup, les meilleurs films de 3D qui sont sortis au niveau de la projection, etc., c'est les films où tu peux faire voler des personnages, où tu peux les faire nager dans l'eau. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de films au moment de la 3D, justement des Nemo, trucs comme ça qui étaient sortis, parce que c'est des poissons, donc tu peux les mettre en train de flotter sans attache. Parce que tu vois, un personnage dans la rue, par exemple, qui marche, il est attaché au sol. Donc ton œil, en fait, il se fait moins berner par la 3D, parce qu'il sait qu'il y a un sol et que ton personnage est rattaché à un sol. Que quand il y a un oiseau ou un truc qui vole ou qui flotte dans l'eau, en fait tout le corps ne déborde pas de l'écran en fait, et donc tu peux le faire vraiment sortir de l'écran. Voilà. Et du coup Avatar, s'ils le font dans l'eau, attendez-vous à mon avis à des projections, à vraiment un vrai film 3D que tu vas aller voir au cinéma. C'est Futuroscope. Un vrai Futuroscope pour le coup, avec des... Oui, voilà. C'est possible que le film nous mette une baffe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens. Donc moi, j'ai été voir Doctor Strange dans une salle à 8 balles. Donc c'était pas du tout de la 3D. Hein. 3D, ouais. Du coup, par contre, il y a beaucoup de gens qui... Donc moi, j'ai vu l'abondance d'Avatar, mais pas en 3D. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu Doctor Strange en 3D, qui ont vu la bande-annonce d'Avatar en 3D, et qui ont été sur le cul. Et qui ont dit, en fait, après, quand tu passes à Doctor Strange, t'as l'impression que le film de Doctor Strange, il est plus en 3D, en fait. Quand t'as vu juste Avatar, avant, ça fait un peu comme les pubs qui passaient, où t'avais les pubs Haribo qui passaient avant le film au cinéma. Oui. Tu dis, oh putain, la 3D elle est folle. Et puis t'arrives dans le film, tu fais, attends, il y a de la 3D ou pas? Et là, le ressenti était identique. Tu regardais la bande-annonce d'Avatar, tu fais, oh la 3D de ouf, et tu repasses à Doctor Strange, tu fais, bon. Ouais, parce qu'en fait, souvent les films de 3D qu'on voyait après, c'était des 3D de profondeur, et pas des 3D de projection un peu. Oui, tu vois les trucs sortir de l'écran. Mais là, ça me hype quand même. Je pense que là-dessus, ça va être très fort. J'espère, moi, punaise. J'ai tellement peur. Tu sais, on a commencé cette émission et ce podcast pour ça, parce qu'on était un peu scandalisés de tels retours dégueulasses autour de Star Wars 8, autour de la saison 8 de Game of Thrones, tout ça. Ou même Red Dead à l'époque, qui s'était pris des vents d'insultes à la sortie. Et on trouvait ça, à chaque fois, c'était injuste. Et moi, j'ai peur que là, on assiste à ça avec Avatar. Et tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que, tu vois, le MCU ne s'en prend jamais alors que les films sont objectivement moins bons. Mais on a tous... c'est comme si tout le monde avait incorporé le film que les Marvel, c'est pas des vrais films de cinéma, tu vois. Et du coup, il n'y a pas de bad buzz à chaque film Marvel qui sort. Ouais, ça passe mieux. Ouais. C'est hallucinant la recette qu'ils ont réussi à trouver. Hein. Et Avatar, moi, à mon avis, on en reparlera. De toute façon, on fera une émission, c'est sûr, sur Avatar en décembre. Donc rendez-vous. Oui, sachant que dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une nouvelle tribu. Voilà. Il y a une nouvelle tribu et aussi on voit que le méchant du 1 est présent en tant qu'avatar. Ah, tu l'as remarqué aussi. Avec le tatouage, c'est ça. Donc, apparemment, Apparemment, ils reviennent et ça ferait fuir en fait la famille de Jack et Neytiri.
Et c'est pour ça qu'il Arrête de spoiler, arrête de spoiler. Ah, c'est le teaser qui... Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, ils seraient à la rencontre d'une autre tribu. De toute façon, ils étaient faits pour aller dans l'eau. Les reptiles ont des branchies, voyons. Vous l'avez pas vu? Ils ont des branchies, les reptiles. Putain, le mec, il s'énerve. Non, mais je suis pressé de le voir. Bon, allez. Sur ce, on va se dire bonne au soirée. revoir. Et oui. Tu C'est sais le temps. pourquoi je veux dire au revoir. Voilà. Et oui. On arrive aux 2 heures. On arrive à la J'ai fin. la flemme de faire trop de montage. Voilà, on vous dit. Dis les pas ça aux coulisses en éditeurs. direct. Dis pas ça aux éditeurs. Non, mais oui. Sur ce, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à mettre des 5 étoiles, des pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Toujours. Allez, Toujours. salut! Ciao!